Allez, c'est parti. Bon alors, on vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette rencontre de l'atelier, qui pour la première fois se tient à Commentry. Une fois n'est pas coutume, la section du Parti communiste vous offrira le verre de l'amitié à la fin. Alors, pourquoi? Parce que c'est la section qui a réservé la salle pour des questions d'assurance. L'atelier n'a pas d'assurance, donc si on n'a pas d'assurance, on ne peut pas louer de salle à Commentry. C'est comme ça que ça se passe. Bon, je signale quand même qu'elles sont gratuites. Hein. Bien, donc le verre de l'amitié, ça sera avec modération. Ensemble, mais avec modération. Ça y est. Alors bon, nous voulons saluer les partenaires qui sont donc l'Humanité et qui est disponible au fond de la salle. Et je vous signale quand même que c'est une humanité culte, comme ils disent, puisque la une, c'est Johnny. Bon ben, Politis, on n'y échappera pas. Cerise, Regard, Espace Marx, Lomos et Réseau Salarial, ainsi que La Montagne qui a fait des très bonnes interviews. Alors bon, moi je ne suis pas abonné à La Montagne, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais bon, ils font souvent des bons articles, donc on les associe et on les remercie. Alors on remercie aussi les intervenants, et on veut excuser Roland Gori, qui est psychanalyste célèbre et qui a eu un empêchement de dernière heure pour des raisons personnelles. Alors, nous sommes heureux d'accueillir pour la deuxième fois à Commentry Charles Sylvestre, qui est le vice-président des Amis de l'Humanité et qui est l'ancien rédacteur en chef de l'Humanité. Donc, il a eu l'occasion de venir à Commentry pour nous présenter le livre de Jean Jaurès, La victoire de Jaurès, parce qu'il est spécialiste de Jean Jaurès. Donc, il peut vous tenir la nuit avec ça, hein, pas de problème. Donc je crois qu'il va avoir un petit cadeau à la fin de la réunion de la part du camarade Sylvain Bourdier. Nous accueillons Bernard Lubin, ici, célèbre musicien qui a étudié au Conservatoire de Bordeaux, puis à Paris, qui est vice-président... non, il est bêtise. Il a longtemps accompagné Claude Nougaro. Je ne suis pas mort. Non, non. T'es comme nous, pas encore. Il a longtemps accompagné Claude Nougaro. Mes parents aussi. Bernard Lubin a fondé le Festival d'Uzeste en Gironde en 1977. Il exerce ses talents à la batterie, au piano, mais aussi à l'accordéon. Alors, Pierre, tu vois, tu peux faire un orchestre avec lui si tu veux. Aux percussions et au chant. Alors, nous avons affaire à un touche-à-tout de génie. C'est pour ça que vous êtes venus si nombreux. Un louche à tout. Donc, ces deux hommes sont, comme nous tous, des œuvriers. Alors, pour lancer le débat de la soirée, je me suis un peu documenté sur Roland Gori, et il dit à peu près ceci: l'art ne doit pas être localisé que dans les objets, que dans des objets. Sa propre vie, il parle de nous, notre propre vie est une œuvre d'art à réaliser. Voilà, ça pourra peut-être lancer le débat. Maintenant, je donne la parole au premier qui la veut. Ça marche. Le meilleur gagne. Non, prends celui-là. Démarre. Avec celui-là ou celui-là? Moi, comme tu veux. Chacun le Là, c'est bien allumé. Ça marche. Oui, Ah, ça marche. vous m'entendez? Oui. Bon. Voilà, bon. Donc, alors, manifeste des ouvriers. Hein, donc, c'est un livre à 3. Roland Gori, qui n'est pas là, bon, vous voudrez bien l'excuser. Bernard Lubin et moi-même. Alors, a priori, je vais essayer d'être bref parce que je pense que c'est bien quand même qu'il y ait aussi de votre part des questions. Donc, au départ, si vous voulez, ça a été... D'ailleurs, Bernard, si tu permets, je me permets de vous lire les 3 premières lignes de ce qu'on appelle la 4e de couverture, qui en principe est faite c'est fait pour présenter hein, l'ouvrage. Ouvrier, il y a dans ce mot énigmatique, aux multiples sens, une intuition, l'intuition de l'urgence et de la nécessité de révolutionner la relation au travail à la vie. Voilà. Alors ces 4 lignes, tout ça pour vous dire que quand ça nous a pris entre nous, par des conversations qui étaient des conversations un peu à l'improviste, il n'y a pas eu de réunion de travail comme ça où on s'est dit voilà ce qu'on va faire, c'est des échanges sur plusieurs années d'ailleurs. Bon, je vous expliquerai pourquoi c'est né à Uzeste, parce que c'est le cas. Donc on s'est dit, on va essayer peut-être d'expliquer en quoi nous considérons qu'il est important de retourner à l'œuvre. Donc de rendre le travail œuvrier, ou la vie œuvrière,
à tous les échelons, la personne œuvrière ou le collectif œuvrier. C'est pas qu'une histoire, c'est d'abord une histoire de personnes, c'est très important, mais ça n'est pas qu'une histoire de personnes. Bon. Et ce qui est amusant, c'est qu'au bout d'un certain temps, on peut toujours se poser la question, en tout cas moi je me la suis posée, est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite en besogne? Est-ce qu'on n'a pas pris nos désirs pour des réalités? Est-ce que ça tient debout? Etc., etc. Bon, voilà. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que récemment, et c'est très récent, hein, ça date d'hier, moi j'ai lu des informations qui émanent d'une revue qui s'appelle Sciences Humaines. C'est dirigé par un homme qui s'appelle Pierre Dortier, je crois, bon, qui a publié un livre en même temps qui s'appelle Travail, guide de survie. Guide de survie. Et dans ces informations de cette revue Sciences Humaines, il y a un dossier qui est intitulé « Travail du bonheur à l'enfer ». Du bonheur à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent qu'ils ont fait une enquête très fouillée, sociologique, et que de cette enquête, ce qui ressort, c'est que pour la plupart des gens qu'ils ont rencontrés, de toutes sortes, il y a des médecins, des ouvriers, des employés, des caissières de prix uniques, etc. Ce qui ressort, c'est que ces gens-là aiment plutôt leur travail. Ils aiment bien travailler. Ici, d'ailleurs, le cas d'une, ce qu'on appelle une ATSEM, je crois que ça s'appelle comme ça, ce sont des femmes de service dans les écoles. Moi, je l'ai connue, et il y en a une qui explique qu'elle aime beaucoup aller travailler parce qu'elle ne conçoit pas sa vie sans être au milieu de ce qu'elle appelle ses bouts de chou. Donc, les petits gars, les petits enfants, et que ça la rend heureuse. Voilà. Mais par ailleurs, disent-ils, ce qui s'est passé, c'est que ce bonheur de travailler, en tout cas dans une certaine mesure, aujourd'hui se paye d'un prix très lourd. C'est le fait que le travail est devenu trop dur, trop douloureux, trop difficile, avec trop de souffrance et trop de manque et trop de frustration. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a un pont entre les deux, du bonheur à l'enfer. Le mot enfer, vous verrez, ce que j'ai lu les passages de cette étude, le mot enfer n'est pas trop lourd, c'est pas trop excessif et tout. Et donc, ce qui émane de cette étude, disent-ils, c'est le besoin de réhumaniser le travail, de réinventer l'entreprise, de réinventer les relations au travail, etc. etc. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très intéressant parce que ce n'est pas qu'une plainte, c'est aussi déjà, ce dont il témoigne, c'est d'une demande, hein, c'est d'une attente, qui est l'attente que le travail change à un moment donné. Et change comment? Mais c'est là où, quelque part, on retrouve un peu ça se raccorde avec ce qu'on a essayé de dire, nous, par nos témoignages, ce sont des témoignages qu'il y a dans le livre, de ce qu'on entend par œuvrier. Je vous en parlerai rapidement pour finir à partir de cette étude. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu aussi, on le note dans le livre, il y a eu aussi une étude sur les étudiants, assez statistique, sociologique. Et de cette étude, il ressort aussi la chose suivante, c'est que, disent-ils, plus d'un étudiant sur deux voudrait avoir un travail intéressant, motivant, changeant, pouvoir bouger, etc. Deuxièmement, dans une économie sociale et solidaire, donc pas n'importe où, pas n'importe quel cadre. Et troisièmement, c'est assez important, il se manifeste chez eux un désintérêt croissant pour l'enrichissement personnel. Donc on voit bien que chez ces gens qui sont des étudiants, bon, c'est des étudiants, ce n'est pas toute la jeunesse, il y a quand même une certaine attente sur le travail qui n'est pas n'importe laquelle, bon, y compris le désintéressement. Voilà. Donc à partir de là, il y a quelque chose ces études confirment en fait ce que j'avais cru noter à un moment donné, c'est que dans l'affaire de la loi travail de 2016, la révolte qu'il y a eu, bon, elle n'a pas été jusqu'au bout, mais enfin quand même, on le sait par les sondages que ça a été assez populaire, cette révolte. Ça a témoigné de quoi? C'était que la loi travail, qu'elle s'appelle Combreux une époque ou qu'elle s'appelle Pélico aujourd'hui, bon, c'est en gros quoi, c'est ce qui a fait déborder le vase. Le vase de ce qu'on peut appeler le travail d'exécutant, et moi j'ajoute souvent, à force que le travail soit un travail d'exécutant, les exécutants sont un jour ou l'autre exécutés. C'est-à-dire on ferme les usines, on licencie les gens, ou on fait ce qu'ils appellent des départs négociés. Bon, tout ça veut dire que le travail n'a pas trop d'importance, c'est devenu des emplois. On a des emplois, on n'en a pas, les emplois ils sont mal payés. Vous avez vu sans doute que, aux dernières nouvelles, parce qu'il y a des milieux qui réfléchissent très fort à la suppression
pure et simple du SMIC, du salaire minimum, de façon institutionnelle. Voilà. C'est-à-dire que ça va loin quand même cette histoire. Donc on dirait à gens, vous avez un emploi, mais même si vous n'avez pas un salaire minimum, c'est pas grave, parce que vous avez du boulot. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer, qui est quand même extrêmement grave. Alors, vous allez voir, je reviens au manifeste des ouvriers, je vais faire ça rapidement, parce que cette révolte contre ce qu'il y a, ce que traduit ces lois travail, et on n'est pas, encore une fois, on n'est pas au bout, elle s'est déjà manifestée dans un milieu où on ne pouvait pas du tout s'attendre à ça. C'est celui qui est concerné par l'appel des appels, qui est présidé par Roland Gori. L'appel des appels, c'est qui ça? C'est des médecins, des psychologues, des soignants, des infirmières, des juges, des éducateurs de tous ordres, des éducateurs sociaux, des éducateurs, des professeurs, des instituteurs, etc., etc. Donc, en grosso modo, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes les professions de l'humain. Bon. Ces professions de l'humain ont fait un ouvrage consistant intitulé « L'appel des appels pour une insurrection des consciences ». Pourquoi disent-ils que leurs consciences s'insurgent, sont en insurrection? C'est parce qu'à peu près partout, on leur dicte désormais ce qu'il faut faire. Bon, un médecin, on va lui dire maintenant, à l'hôpital, on va lui faire une prescription. Ce n'est plus le médecin qui prescrit pour un patient, pour un malade, c'est les autorités administratives qui prescrivent aux médecins ce qu'ils doivent faire. Comment ils doivent hospitaliser ou pas, comment on paie à l'acte maintenant, et pas uniquement au séjour. Bon, mais ils en font autant avec les enseignants. Il y a des prescriptions désormais dans tous les domaines. Bon, mais on prescrit aussi aux juges, par exemple, s'il y a des choses graves dans la société et qu'un jeune de 15 ans fait mal à quelqu'un, agresse quelqu'un, on va plus tenir compte du fait qu'il relève de la justice des mineurs et pas de la justice ordinaire. La justice des mineurs, c'est punition plus rééducation, c'est ça le principe de la justice des mineurs. Donc ils veulent mettre aussi un terme à ça. Donc on voit bien que c'est une négation de ce que ces gens, les appels, ont appelé le cœur de métier. Voilà. Et pour finir, si vous voulez, quand tout ça s'est raccordé, le bouquin, en réalité, c'est 3 expériences qui se sont rencontrées, qui se sont connectées, on peut appeler ça comme on veut, bon, et qui, à force de se rencontrer, d'échanger, ont découvert qu'il y avait des traits communs. Ça ne veut pas dire identique, ça ne veut pas dire mélanger, ça veut dire des choses qui se croisent. Bon. Et donc, par exemple, le mot œuvrier, je vais passer la parole à Bernard, c'est très important, parce que le mot œuvrier, il est né à Uzès, il y a une quinzaine d'années. Un jour, Bernard, quand il s'adresse au public, comme ça, il a dit « Ici, nous sommes des ouvriers ». Bon, il ne récuse pas le mot artiste, évidemment. Bon, mais il a dit « Nous sommes des ouvriers ». Bon, alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Je pense qu'il est mieux placé que moi pour dire ce qu'il y avait dans ce mot d'ouvrier prononcé par lui et qui désignait le travail de sa propre compagnie. Mais ce que nous avons entendu avec Roland, moi je l'ai entendu il y a longtemps, Roland a été un peu époustouflé d'entendre ça à Uzès, parce que ce mot, ou le sens du mot, il l'avait dans sa tête, à cause de l'appel des appels, simplement il a vu tout d'un coup que dans un endroit qu'il ne connaissait mal, et qu'il a découvert, ce mot ouvrier prenait un sens particulier, puisque ouvrier, on le dit un petit peu au début du livre, il y a quelque chose de l'ouvrier et de l'artiste, puisque c'est ouvrier, œuvre, bon, œuvrier. Bon, vous voyez, c'est comme ça que c'est venu. C'est à partir de là que ça nous a mis comme on dit, le feu là, et on a osé faire un livre et le publier, et donc, vous le présentez ce soir. Voilà. Bon, alors, Bernard, tu peux reprendre la balle au bout, en tout cas dire ce que tu as envie de dire. Hein. Bon. Alors, ouvrier. J'ai dit ça comme ça, ouvrier. Et après, j'ai réfléchi, tiens, ça veut dire quoi, ouvrier? Parce que je suis musicien, j'entends les mots. L'œuvre y est. Nous sommes l'œuvre y est, ou pas. Nous sommes l'œuvre à l'œuvre ou pas. Bon, il faut avoir soit une conscience de soi, soit une inconscience de soi, soit une confiance de soi, chacun fait comme il pleut. Parce que les mots sont chargés et souvent ils disent des choses qu'on ne perçoit pas tout de suite. Par exemple, les mots sont des sons qui s'y entendent aérés.
les mots sont des signes qui s'enlacent des traces. Et pour finir, quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais que j'ai pondu, les mots sont des masques. Masqué. Qui n'ont rien à cacher. Qui n'ont rien à cacher, merci Laurent. Les mots sont des masques qui n'ont rien à cacher. Par exemple, libéral, ça n'a rien à voir avec liberté. Pourtant, on vous le propose. Donc l'œuvre, l'œuvrier, l'œuvre y est, l'œuvre, mais c'est moi l'œuvrier, c'est vous, c'est n'importe qui, c'est tout le monde est une œuvre, ou alors une merde, là j'exagère. Mais en fait, ça peut des fois être aussi dialogique que ça. L'œuvre, on est quoi? Est-ce qu'on est à l'œuvre? On ne peut pas être une œuvre si on n'est pas à l'œuvre. À l'œuvre de soi, de la constitution de soi, de la construction de soi, de l'individuation de soi, de l'expression de soi. Et de ce soi-là qui devient ce que tu es, comme disait l'autre, le philosophe. Moi j'ai entendu deviens ce que tu es, je pensais que c'était de mon père, mais enfin bon, je ne voulais pas tuer mon père tout de suite. Surtout que je suis devenu à mon tour. Il n'a pas attendu, il est mort tout seul, c'était égoïste. Et donc l'œuvrier, ouais, c'est pas une mince affaire, c'est la passion d'être. C'est ce qu'on est, quoi. Et ce qu'on est, soi, on n'est personne d'autre. On m'a souvent dit, mais toi tu ressembles à rien, ben, j'espère bien. Donc nous sommes différents, et c'est peut-être pour ça que je suis devenu artiste, parce que c'était le présupposé de ce qui soi-disant ne sert à rien. Parce que servir, c'est un problème, servir. Servir le maître, servir la soupe. Vous voyez, je viens d'un milieu paysan métayer, servir, ça va, on a servi, on a compris, ça suffit. Et j'espère qu'il va s'en retaper. C'est une façon d'être à l'œuvre aussi. Ah, pas mal comme musique. Et donc l'ouvrier, c'est un peu tout ça. Mais dans le bouquin, vous avez une citation de Jean Jaurès, je ne sais pas si tu l'as pigé, celle-là, quand tu fais des Jean Jaurès, il dit ça en 1903. Par ouvrier, citoyen, ouvrier, c'est un beau mot. Ouvrier, il y a ouvrir dedans. Alors il ne faut pas la fermer. Et il ne faut pas confondre oublier et ouvrier. C'est pour ça qu'il me semblait que œuvrier, ça pouvait nous rafraîchir la mémoire. Alors par ouvrier, citoyen, je n'entends pas seulement ceux qui travaillent avec leurs muscles, mais tous ceux qui produisent et créent, travailleurs du cerveau, travailleurs des mains, œuvriers, ingénieurs, chimistes, savants, artistes, poètes, tous les producteurs de richesse, de beauté, de joie. Le député de Carmaux avait pressenti que le mot d'ouvrier renvoyait à quelque chose de plus large, à un destin de producteur et de citoyen. Œuvrier lui va comme un gant. Alors cette histoire d'être à l'œuvre, c'est très difficile parce que quand vous êtes à l'œuvre, vous êtes à l'imparfait du subjectif. Vous êtes personne d'autre. Oui, vous êtes quelqu'un d'autre que le voisin, je ne sais pas comment on dit, j'ai rien à voir avec Charles Sylvestre, c'est mon ami. Et donc c'est parce que j'ai rien à voir avec lui qu'on cherche dans l'amitié, par notre différence, quel est l'état de notre relation. Et c'est de ça dont il s'agit, de l'art-relation, quoi. Parce que l'art récompense. Lacan, etc., chacun sa lacune, etc. Enfin, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on pense, et des fois on n'y pense pas d'ailleurs. Et l'ouvrier, c'est une façon de se conduire au-delà de soi-même. Quelqu'un a dit la musique, enfin il a plutôt dit la politique, mais j'ai remplacé la politique par la musique, mais c'est valable pour les deux. La politique, la musique doit montrer ce qui la dépasse. Et Stravinsky disait, nous avons un devoir envers la musique, c'est de l'inventer. C'est un peu la même chose, nous avons un devoir dans le fait d'exister, c'est celui de l'inventer. Et alors, celui que j'adore, cette citation, la musique a besoin de celui qui ne lui obéit pas. Voilà, alors là, pour moi,
c'est la quintessence de l'ouvrier à l'œuvre. Il est dans la merde, il faut qu'il se débrouille tout seul, il faut qu'il cherche grâce à toute l'histoire d'avant. C'est pour ça qu'il faut qu'il se cultive sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la politique, sur l'histoire en général, pour pouvoir se continuer, se poursuivre. Et non pas aller aux enterrements nationaux, soit-il. Et il y a Marie-Josée Monzin, la philosophe, qui dit quand même, si nous n'avons plus d'artistes, toute la société perdra courage, et sans courage, il n'y a pas de politique. Alors moi, je pense que chacun de nous est artiste, quelque part, qui conduit sa vie en tant qu'artiste, c'est-à-dire avec le doute. C'est pas l'ignorance qui est le contraire de la connaissance, c'est la certitude. Et ce que je trouve intéressant dans le fait d'être artiste, c'est qu'on est des compagnons de doute. De soi-même, du parti, de ma belle-sœur, de mon beau-frère, de tout un tas de choses. C'est-à-dire une certaine forme de liberté et responsabilité dans la relation à l'autre, à la société, etc. Et donc cette capacité d'être artiste, on est tous des menteurs, des imparfaits du subjectif. Et vous savez, l'improvisation, par exemple, quand on pense, on improvise. Sauf que souvent, on ne le dit pas parce que ça nous procurait beaucoup d'emmerdement. Donc, on pense ça en secret, on dit, celui-là c'est un vrai con, je ne le dis pas parce que je vais me casser la gueule, etc. Vous voyez, l'improvisation, c'est ce que chacun pense. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est-à-dire de cette pensée qui vient un peu à l'insu de notre plein gré, comme dit l'autre qui pédale à la semoule. Hein. Et donc, c'est ces trucs qui nous apparaissent comme ça, d'où ça vient, à quoi ça sert? Alors l'autre dit, l'art fait surgir les choses du néant. Toujours l'art en tant que soi vivant. Enfin, je pense que chacun est une œuvre d'art. Mais alors, à l'œuvre ou pas? Si elle n'est pas à l'œuvre, bon, ben, elle finit au frigo. Mais si elle est à l'œuvre, alors là, elle devient politique et problématique. Elle crée des problèmes, au lieu de s'apitoyer sur des fausses solutions. Voilà ce que je pense de l'ouvrier. Et l'autre qui dit l'art, c'est ce qui n'existe pas, c'est pour ça qu'il faut l'inventer. Je pense que soit on n'existe pas si on ne l'invente pas. C'est ce que m'a appris ce métier formidable d'être artiste et musicien, comédien, un peu, etc., où je travaille la relation à l'autre par une expression, quoi. Par exemple, l'expression artistique, c'est un décalage de la réalité. Par exemple, quand je vous fais faut fi travailler ou pas d'affolement, viens à la foulée, tu diras, va, perds pas de temps, cours tout à l'heure, mon ami, sur le pied d'épée, tu t'agiras là, par là, il faut assumer ça, que finalement, l'imparfait du subjectif, on est un peu tous timbrés, quoi. Et surtout, contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas fini. Vous savez, quand on dit d'un mec, il n'est pas fini, lui. Hein, ben justement, heureusement qu'il n'est pas fini. Et donc, que l'art et l'œuvrier, cette façon d'être soi-même à l'œuvre, c'est ce qui nous libère des illusions infantiles en nous laissant vivre nos propres enfantillages. D'où la différence entre infantile et enfantillage. Je dis ça pour les gens qui prennent tout au sérieux, surtout eux-mêmes. C'est ce qui m'arrive, ça arrive à tout le monde. Et donc, j'en ai d'autres comme ça, mais bon. Oui, encore. Ouais, pas, vous savez, tout ce que je vous dis là, c'est pas que de moi. Hein. C'est de Louison Bobet, par exemple, de Raymond Coppa, qu'on fait que des penseurs profonds, quoi, des gens, non mais c'est aussi des gens. Ben. Il y a un truc que j'aime bien quand même pour cette histoire d'œuvrier, en parlant de la musique, et qui n'existe qu'en se vouant au problème qu'elle est incapable de résoudre. Alors ce qui m'intéresse moi dans la musique, c'est que j'y arrive pas. C'est pour ça que ça fait 72 ans que je cours derrière. Et j'espère continuer à courir longtemps, de manière à avoir un enterrement conséquent. Et aussi cette constitution de soi, c'est cette idée de s'arracher à la forme, c'est-à-dire à ce qu'on nous a laissé, pour cesser de s'identifier à ce qui nous limite. C'est pas de la faute de mon père si je suis son fils.
Il n'a pas fait exprès. Donc c'est toujours une histoire de relations complexes. Ouais. Et si c'est pas complexe, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, tu te prends la tête, qu'est-ce que vous voulez que je me prenne d'autre ?» Et l'autre qui dit « Impossible de prendre la mesure de la musique, tout au plus la perception qu'on en a. » Et on a toute une vie pour ça. Pour moi, l'œuvre, c'est d'être, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, c'est d'être dans l'idée, quoi. Dans l'idée de soi, dans l'idée de la relation à l'autre, qui est un autre soi, qui est aussi pénible que moi. Par exemple, on passe des journées à discuter, on n'est pas d'accord, on ne sait même plus de quoi, on n'est pas d'accord au bout de moment. Mais ça alimente une espèce de dialogique qui n'en finit pas. C'est pas comme la dialectique. Ouais. La dialectique, c'est thèse, synthèse et foutaise, souvent. La dialogique, c'est une relation qui n'en finit pas. Il n'y a pas de fin, quoi. C'est comme l'accordéon, vous faites ça, ça joue, et tant que vous êtes vivant, ça joue, quoi. Voilà. Il faut fournir, quoi. Il faut fournir le souffle. Ça, le souffle, ils ne nous ont pas pris, ils ne nous ont pas mis. Bon, ça s'achète même pas. Donc, l'œuvrier. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup sur le plan de la musique, mais souvent j'en parle sous d'autres aspects, parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie. Mais il s'agit d'expression de soi, d'exprimer, c'est-à-dire, comme dirait Aragon, mentir vrai. Raconter des histoires. Il y en a qui disent des salades, mais enfin, moi je préfère les histoires quand même. Bon, alors si c'est des salades, il faut de l'huile, mais de l'huile, du vinaigre, mais des ingrédients, quoi. C'est-à-dire parler, quoi. Inventer, quoi. Parler répare, comme la vie. Et moi, ça m'en répare beaucoup. C'est pour ça que je parle, je peux parler si vous avez le temps, on est encore là pendant 3 heures. Et puis lui, il est pareil, etc. Vous voyez, c'est ça. Et toi, je pense que c'est ça, les gens qui font du théâtre et qui manipulent la pensée, l'écriture, tout ça, ils n'arrêtent pas, quoi. Souvent, les musiciens sont pris comme des mutiques, mais si vous les entendiez en coulisses, là, ils disent du mal du monde entier. Ils sont terribles, quoi. Donc, parler répare, quoi. Donc, œuvrier, c'est cette idée d'être à l'œuvre. Je parlais d'imparfait du subjectif tout à l'heure, parce que c'est poli d'abord. Et puis Malraux qui disait quand même, la culture n'est pas un loisir, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur Terre. Donc, c'est pas gratuit quand même. Donc voilà, à Uzès, on a appris ça, désobéir à la fatigue d'obéir. Alors ça, c'est une bande de faux culs. J'invite les plus brillants faux culs d'Uzès, de France et de Navarre à venir exprimer ce qu'ils pensent. Parce que quand on est ouvrier, c'est pas de la vérité qu'il s'agit. Il faut quand même pas déconner. C'est de ce qui nous arrive, de ce qu'on construit, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et puis l'art, ce n'est pas ce que l'on croit, il y a des religions pour ça. Moi, je ne suis pas croyant, je suis pratiquant. C'est vrai, je ne sais pas croire, alors je pratique. Et je crois que j'ai pas tort, parce que quand j'ai pratique, je me rends bien compte qu'il n'était pas la peine d'y croire, parce qu'en pratiquant, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au top, quoi. Et donc il y a du boulot, il faut continuer à cultiver le jardin, il faut travailler la question, quoi. Alors c'est Roland Barthes qui dit un truc très important, surtout à l'heure actuelle. Être artiste, je dirais même œuvrier, aujourd'hui c'est devoir affronter l'attrait et le dégoût de l'art facile. On est tous en face de ça, surtout dans la société de consommation actuelle qui nous bombarde matin, midi et soir. Aujourd'hui, on peut croire que la musique, c'est ce qu'on entend à la télé ou à la radio. Voilà. Pour la majorité, une grande majorité de la population, on peut croire que c'est ça, puisqu'on sait pas, on nous propose rien d'autre. Toutes les radios commerciales proposent de la marchandise. Pas les doigts. Non, pas moi, non, mais
moi, c'est pas... Le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Dans un monde qu'elle a créé, c'est la société de la satiété du spectacle. Voilà, on est devant l'écran de nous-mêmes et on se regarde comme des bêtes et finalement ça nous rend sourds à nous-mêmes. Moi je pratique la musique à vivre, c'est-à-dire l'émancipation par l'émulation. La musique qui existe parce qu'elle disparaît. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à faire des projets, des disques, etc. Parce qu'on essaye de faire des efforts pour laisser des traces d'Uzeste. Mais à Uzeste, le principe actif, c'est que ça existe parce que ça disparaît, quoi. Tous les artistes qui viennent à Uzeste ne viennent pas avec une préparation de leur œuvre. Au contraire, ça, ils peuvent le faire ailleurs. Mais on a appris petit à petit qu'il n'y avait plus assez de lieux publics qui disent en public, au public, la spontanéité de l'art d'improviser, quoi. D'improviser avec des musiciens, avec un tracteur, avec une vache, avec un ouvrier, avec un boulanger, avec un poète, avec du texte, avec du son, avec du bruit, peu importe. C'est-à-dire l'autre, pluriel. Et donc proposer aux gens qui viennent, qui ne sont pas des publics, qui sont des spectateurs ou des auditeurs, de participer à un questionnement, et qu'ils soient eux-mêmes en tant que spectateurs questionnés parce qu'ils disent mais c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, c'est du jazz, c'est de la musique classique, non mais c'est quoi ça, j'y comprends rien. Et mais tu crois qu'il faut qu'on reste là, on n'aurait pas dû venir. Enfin, vous voyez ce genre de questions que puisse se poser un public, non, je veux pas le mot, il faut pas le mot public, le spectateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit comme nous, qui se demande ce qui leur arrive. On échange. Nous, sur scène, on s'affronte, on se confronte, on s'engueule, on se demande, on trouve pas, et les spectateurs, ils sont dans la même situation. C'est-à-dire un échange complexe, et non pas un échange clientéliste. C'est pas un produit qu'on vend, qu'on propose. C'est un état d'être, c'est un échange, c'est une relation au monde, c'est une relation à soi. Et c'est aussi une relation à l'histoire de l'art. Parce qu'avant nous, il y a une belle équipe, quoi. Il y a un passé formidable, c'est pas de la génération spontanée, quoi. Mais ça, on ne sait pas parce qu'on ne nous a pas cultivé assez là-dessus, quoi. On ne sait pas qu'il y a eu Mozart, Schumann, John Coltrane, etc. Je parle déjà de la musique. Donc on ne sait pas, on croit que ça, c'est ce qu'on entend à la radio, quoi. Alors aujourd'hui, c'est devenu la musique avant. Voilà. Prolétarisation d'une potentialité artistique qui est battue en brèche. Il y a des tas de jeunes partout, on s'en occupe, nous on les rencontre, on essaie de les former, les déformer, les informer, et pour leur dire, voilà, c'est pas que dans la vie, il n'y a pas que du rock, il n'y a pas que du jazz, il n'y a pas que de ces étiquettes, c'est non, il y a vous. Alors vous pouvez partir de quelque chose qui existe déjà, oui, pour essayer de comprendre ce qui vous arrive, mais au fur et à des mesures, vous pouvez devenir quelqu'un qui a une vision personnelle de ce que c'est l'existence et la vie. C'est pour ça que je pense que dans l'absolu, nous sommes tous créateurs. Nous sommes créateurs de nous-mêmes, nous sommes créateurs de ce qu'on fait de nous-mêmes, et surtout le désir, quoi. Et puis en même temps, le désir, c'est l'inatteignable, mais justement, il n'y a pas de malentendu, il n'y a que des malentendants. Donc il y a du boulot. C'est pour ça que ça fait 40 ans qu'à Uzeste, nous n'y arrivons pas, mais nous faisons, enfin, c'est pas pour l'été, mais c'est toute l'année, c'est un combat éperdu d'avance d'agir en milieu rural ex-agricole, ce que les gens de la ville appellent la campagne,
d'essayer d'agir dans ce lieu complètement dévitalisé, souvent humilié, d'y retrouver les arguments actuels, quoi, c'est-à-dire la contemporanéité, quoi, l'espèce de sur les épaules du passé, construisons au présent l'avenir. Alors on s'est attaché, c'est venu comme ça 40 ans que nous y sommes, et que ça a bougé pratiquement pas, quoi, mais nous on existe, quoi. On a fait quelques conséquences, mais par rhizome, pas trop sur le terrain en direct, mais plutôt par... il y a beaucoup d'autres endroits qui se sont responsabilisés, qui se sont inventés, pas à cause de nous directement, mais à partir aussi des relations qu'on a eues ensemble, quoi, voilà. Donc c'est pas tout à fait perdu. Mais enfin, quand vous avez 17 supermarchés à 10 km autour de vous, forcément, vous pédalez dans la semoule, quoi. Et puis que vous avez des festivals où il y a 150 000 couillons qui vont voir sur un Grand Prix une télé géante avec toute une exposition de technologie magnifique avec des sonos géantes grosses comme des éclairages et tout ça. Bon, forcément, la compagnie de théâtre qui habite dans le coin, qui va voir le conseil général pour avoir des subventions, lui dit non mais ça va pas la tête, vous faites 17 personnes à commenterie, là ça va, quoi, c'est un désastre. Vous voyez, ce sont des événements qui vampirisent, quoi, partout, quoi. C'est un peu comme les grandes surfaces, quoi. Nous sommes à l'époque des grandes surfaces et pas dans l'époque des grandes profondeurs, quoi. Voilà. Et donc, être ouvrier, c'est essayer de résister à ça, parce que moi, j'ai failli devenir un musicien professionnalisé, c'est-à-dire au service du marché. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai accompagné plein de gens qui quand ils présentent les gens qui les accompagnent, ils disaient à la basse Michel, au piano Roger et à la batterie Marcel. Formidable. Et donc, pour beaucoup de musiciens, la survie consiste à accompagner des gens qui sont à vendre. Alors certains ont plus de talent que d'autres, mais souvent les musiciens ne restent plus que ça, quoi. Donc ils sont prolétarisés, alors qu'ils auraient eu des possibilités, pour certains, beaucoup, j'en connais plein, d'avancer en eux-mêmes, quoi, dans leur propre singularité, et de proposer à la société dans laquelle ils vivent cette singularité. J'ai réussi à m'en sortir de ça. J'ai été musicien, on pourrait dire ouvrier spécialisé du show business pendant une dizaine d'années à Paris, dans les studios où on fabriquait de la musique à vendre. Et c'est le fait de faire Uzeste par hasard, il y a 40 ans, que ça m'a sauvé des banques. D'ailleurs, j'ai réussi. Je suis complètement sauvé des banques. Voilà. Donc, ouvrier, c'est-à-dire, c'est pas forcément un conseil que je donne, parce qu'on ne sait jamais, parce que ça peut arriver à faire la manche, quoi. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, vous allez lire le bouquin. C'est un bouquin d'un psychanalyste, d'un journaliste et d'un artiste, tout amiste. Et c'est une rencontre qui dure depuis plusieurs années, puis qui se vérifie un peu sur le terrain à Uzeste ou ailleurs, mais souvent à Uzeste, puisqu'il y a des conférences, des débats, on s'interpelle sur tel ou tel sujet avec d'autres intellectuels, des syndicalistes, des responsables politiques, etc., etc. Des artistes, des pompistes. En tous les cas, être de son temps, pour un artiste, être de son temps est une ambition de feuille morte. Oui, des fois c'est bien payé. Mais pour raccorder à la musique l'histoire de l'ouvrier, c'est que moi j'explique que aux jeunes avec qui je travaille, aux gens en public, ça fait, je sais plus, depuis longtemps que je joue, depuis l'âge de bonne enfance, mais j'y arrive pas, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai découvert ça assez tard,
mais que c'était ça qui cultivait mon désir, mon imaginaire. Il faut décoloniser l'imaginaire. Et pour ça, il faut se risquer à s'exprimer. Alors, quand on s'exprime au début, même à la fin, on se fait cueillir. Forcément, on dit des conneries, quoi. Mais décoloniser, il faut déjà identifier quelque chose pour démarrer. Ben oui, je sais pas, oui. Je sais pas comment j'ai démarré, moi. Moi, j'ai démarré à côté de la plaque. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. C'est parce que j'ai fait une erreur que je me suis rendu compte que j'ai cherché d'où venait cette erreur et j'ai compris qu'elle ne venait pas que de moi. Et oui, c'est là que je me suis rendu compte, tiens, j'existe un peu. Ça venait de la société dans laquelle je me suis cru. Et à partir du moment où j'ai fait la relation, j'ai dit, ah mais j'y peux peut-être quelque chose, parce que peut-être il faut, alors il faut que je laisse tomber ça et ça. Oui, c'est comme ça que peut venir le mouvement de décolonisation personnelle. Voilà. Ça, et ça peut sûr. commencer par éteindre la radio quand on écoute, quand parfois on a France Culture ou France Musique à côté qui parle de Brahms ou de Jean-Sébastien Bach, et qu'à côté il y a RTL. Et qu'on choisit RTL, mais c'est gratuit pourtant les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit RTL? Il faut du temps. Il faut qu'il y en ait qui le disent, il faut qu'il y en ait qui se battent avec ça. Vous savez, à Uzès, on fait des concerts, je joue plus souvent devant 4 personnes que devant 1500. Ouais. Mais je joue, comme disait André Benedetto, il faudrait jouer tous les soirs. Un comédien, un musicien, il faut qu'il joue tous les soirs. La différence, si vous voyez, entre l'éducation par le jazz, les musiciens qui ont joué le jazz, ils ne l'ont pas appris, ils l'ont joué. Ils l'ont joué comme une révolte, comme une résistance. Et ils l'ont appris en jouant. Au conservatoire, j'ai fait, on vous apprend pour ne pas jouer. Vous passez 10 ans à apprendre sans jouer. Le jour où vous voulez jouer, il ne vous reste plus qu'à être prof. Et puis quand vous êtes prof, vous ne jouez plus parce que vous avez peur de passer pour un con. Vous ne savez plus jouer. L'histoire du jazz, elle est née de musiciens qui ont eu la possibilité, l'engagement plutôt aussi, de jouer tous les soirs. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais au conservatoire, un an, ils m'ont filé tous les diplômes pour que je dégage. Bon, d'accord. C'était le dégagisme déjà. Et j'ai su vite aller dans les boîtes, dans les caves à jazz de Saint-Germain-des-Prés, où je jouais avec les mêmes, mais je jouais quand tous les soirs. Ils étaient là pendant 6 mois, échanger de trucs. Et là, la conscience, la compréhension de soi-même, la connaissance de soi-même, ça ne se fait pas d'un seul coup, comme on dit, ça se fait tous les jours. Mais seulement la symbolique qui nous permet justement d'accéder à soi, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un jeu théâtral, un jeu musical, un jeu au foot, je sais pas, il faut jouer, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, jouer? Ça veut dire se jouer de la fatalité, se jouer du Père Noël, se jouer de ce qu'on croit, c'est de ce coup, petit à petit, s'alerter sur soi. Et ça finit par se jouer de soi, ce qui ne va pas de soi. Et l'art, c'est fait pour réveiller ce qu'on se demande à soi. C'est pour ça que moi, l'art, c'est pas un gros mot, j'ai du mal à le prononcer. Il y a encore 20 ans, je n'osais pas le prononcer comme ça. Parce que pour qui tu te prends, toi? Et c'est terrible, parce qu'on te dit pour qui tu te prends, il ne faudrait pas se prendre. Tu te rends compte de l'accusation qu'on fait, pour qui tu te prends, toi? T'es naze, pour qui tu te prends? Ça s'appelle la castration. Donc, peut-être aussi à cause des modèles. Oui, pardon. Oui, si, allez-y. Le problème du mot, moi j'entends bien tout ça. Hein. Oui. Mais on peut être gêné par les modèles, un modèle politique de l'art. La façon dont il circule au milieu de nous tous, par le biais d'un tel ou d'un tel et d'un tel. On ne peut pas s'identifier avec ces gens-là qui font circuler le type d'art qui circule en majorité, comme un flux, comme tous les flux musicaux. C'est Victor Hugo qui disait la majorité, c'est lâcheté du nombre.
Mais il faut le faire revenir, c'est juste, il faut le faire revenir ce mot-là. Il faut vraiment, c'est vrai, moi je suis d'accord. Mais c'est compliqué. Bah, je n'ai rien dit. Non, mais discuter, on est là pour discuter. Je pas. Pardon. Disputons. Bah ouais. Vous expliquez que dans les boîtes de nuit à Saint-Germain-des-Prés, vous faisiez de la musique et que c'était bien parce que ça changeait tous les jours, etc. Ça me fait penser aussi aux musiciens dans les campagnes en Bourbonnais. Ils étaient aimés dans les villages parce qu'en fait, ils arrivaient, mais c'était pour faire danser les gens. Parce qu'on entend et automatiquement, on a les pieds qui bougent. Donc ça vous renvoie quelque chose, ça. Ça vous fait... Il y a les ondes qui passent à travers les danseurs et puis ça vous renvoie à improviser, à choisir tel ou tel morceau. Oui, ça, je trouve que c'est bien. Oui, mais je suis né dans un dancing. Je suis né pendant un bal de 14 juillet, vous voyez, c'est pas de pauvre. Dans ma maison, c'était un dancing, 3 fois par semaine, c'était le bal. Et à l'époque, dans chaque village, qui était encore des villages agricoles, il y avait pratiquement un orchestre par village. Le coiffeur jouait de la batterie, mon père jouait de l'accordéon, l'autre. C'est pour ça que quand on a recommencé le geste musical en 1978, je suis allé voir tous les copains de mon père. Je savais qu'ils avaient joué, ils avaient arrêté de jouer depuis 30 ou 40 ans. Quand j'ai pensé que ça devenait poétiquement crucial de s'installer dans une pratique à partir du zeste de ce village perdu, je leur ai dit, si vous ne nous aidez pas, on est foutus, il faut que vous repreniez vos instruments. Ils s'y sont remis, et ça s'est appelé Luz Piñadas, en gascon, ça veut dire les pins, quoi. La forêt de pins, et ils ont repris tout le répertoire de cet ancien monde rural agricole, les polkas, les rondeaux, les mazurkas, qui avaient une ressemblance assez étonnante avec la musique, le jazz de la Nouvelle-Orléans, et qui était très rythmique, et donc ils nous ont transmis le répertoire de cette période, et nous on les jouait avec eux, sauf qu'on improvisait au milieu de... Alors mon père gueulait toujours, c'est trop vite, il jouait la batterie, il n'en pouvait plus, tu vois, il était là. Et ils ont joué avec nous jusqu'à 80 ans. On les a amenés, on est allé faire le carnaval de Venise avec eux, quand on arrivait quelque part en autobus avec toute la compagnie du bas et les papis et leur mamie, les organisateurs croyaient qu'on s'était trompé d'adresse, que le truc de 3e âge c'était un peu plus loin, c'était pas là. Et Uzeste a réécrit en 40 ans toute cette histoire de la musique finalement savante en partant de la musique populaire. C'est en partant de la musique populaire, de ce ressenti populaire, et notamment le sens du rythme. Le sens du rythme populaire, c'est ça. À la base. Ça. Après, on peut justement le rendre savant. Faire des variations, quoi. C'est ça l'improviser finalement. Alors quand vous faites des variations, vous voyez le danseur qui commence déjà à varier aussi parce que ça l'énerve, et si merde, c'est pas tout à fait correct. Il commence à faire des trucs, il se fait des entorses, il ne faut pas aller trop loin ou il faut aller trop loin. Voilà, vous jaugez, vous jugez ce qui peut se passer avec. Mais en même temps, quand j'ai commencé à Uzeste, la compagnie du bas existait à Paris avant, mais quand je me suis réinstallé à Uzeste, j'ai voulu reconstituer un groupe, pas un orchestre, une compagnie avec des jeunes musiciens de la région. Et le premier, j'ai découvert là que les deux mamelles de l'existence œuvrière, c'était le sens du rythme, retrouver le sens de la pratique rythmique et l'imaginaire. Puisque le sens de la pratique rythmique, on l'avait perdu. Puisqu'aujourd'hui, si on veut du rythme, on achète une boîte à rythme et puis ça marche tout seul. On ne sait plus le faire. On n'a plus l'indépendance des membres, ce qui politiquement a un sens aussi. C'est-à-dire l'alterner entre droite et gauche. C'est politique, ça. Bon, alors ça, il y a la danse. Et puis le jazz a évolué aussi, parce que pourquoi il a évolué? Parce que la danse a été reprise par les marchands. Dans les discos, ils ont tous repris la danse. Et la danse, c'est poum, c'est le premier temps, c'est-à-dire dans les discos, la mélodie est jouée à la grosse caisse. Vous voyez? C'est-à-dire, ça donne ça. Tout, tout,
tout, tout, alors tout le monde, c'est intéressant parce que c'est ça, ça vous. Donc, ok, la danse a été reprise par tous ces rythmes métriques. Là-dessus, les artistes, notamment par le jazz, l'improvisation c'est une insolence en même temps. Hein. L'improvisation, quand on improvise, c'est qu'on n'est pas d'accord, quoi. Y compris avec soi-même. Puisqu'on veut varier. On ne veut pas rester dans le. On s'emmerde. On reste là. Alors on a commencé à faire. Il se met à improviser lui aussi. Ça c'est extraordinaire. Au nom du fer, du fric et du magasin d'esprit. C'est pour ça que c'est dangereux d'improviser, c'est pour ça qu'on n'improvise pas des masses, parce qu'on a la trouille de se faire gronder. Ça c'est un signe de, je ne sais pas, Karl Marx ou sa belle-sœur, je ne sais pas qui, mais... Es-tu là, esprit, es-tu là C'est pour ça que la musique est devenue complexe, parce qu'il a fallu qu'elle reste libre. C'est-à-dire qu'elle a changé, il y a eu la musique consonante, c'est-à-dire la musique classique, romantique, et à partir de l'an 2000, du début de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a la musique dissonante. Alors pourquoi dissonante? Ça fait mal aux oreilles. Parce que d'un seul coup, ça avait une relation aussi avec la société. C'est-à-dire une société qui en a marre d'être consonante, quoi. D'être con et sonné, vous voyez. Elle commençait à avoir envie de dire dit et sonnante. Donc révolution. Donc si vous voyez, la musique qu'on a du mal à entendre aujourd'hui, c'est la musique qui change nos habitudes. Qui nous oblige à réfléchir et qui nous dit, moi je sais que de plus en plus on fait des concerts avec des jeunes gens, mon fils, ses amis, ils ont 20 ans, ils jouent une musique infernale, désagréable à l'oseille. On ne peut pas faire de fric avec ça. Et c'est une musique qui soit les gens restent, soit ils s'en vont. Et ceux qui restent gambergent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je reste? Qui je suis en face de ça? C'est beau ou c'est les ça me plaît ou ça me plaît pas? Alors si on considère que ces questions se cuisinières, bon, mais si on considère qu'elles sont utiles ou constructives, on reste. Pour voir jusqu'où ça peut aller. Voilà. Quand vous êtes devant une œuvre d'art, une vraie œuvre d'art, elle vous envoie comme message qui je suis moi en face de ça. Quand vous êtes devant Picasso, vous dites et moi. Et c'est ça l'art. C'est que ça vous responsabilise à votre libre arbitre. Démerdez-vous. Pour moi, l'œuvrier, c'est ce qui est en chacun de nous, c'est la même chose. On est tous comme ça. C'est à l'imparfait du subjectif. On a un subjectif là-dedans il n'est pas que négatif. Il peut être négatif, mais il peut être positif. Il faut comme je dis chez moi, gasconjuguer. C'est pour ça que les mots sont utiles et que le théâtre les mots sont faits pour en jouer, quoi. Et pour finir, le marché nous a vendu le mauvais goût de sa musique. Salée et sucrée à mort et radioactive à souhait. Je déteste ce qu'on appelle la musique aujourd'hui. C'est quand on se dit, mais c'est de la musique, ça, ah là, ça commence à m'intéresser. C'est de la musique ou pas de la musique? Et nous, on ne sait pas. Ah ben voilà, c'est bon, on commence à être un peu libre, on ne sait pas. On fait un peu de doute, quoi. Une certitude qui tue. Heureusement que je ne joue pas, là. Si j'avais un piano ou un instrument de musique, ça serait pire. Non, mais je vous dis à vous, parce que ça me fait la même chose à moi. Hein. Ma liberté me fait peur. Et vous savez, il n'y a rien de tel qu'improviser pour prendre conscience qu'on n'est pas libre.
la musique, qu'est-ce qui vient en premier, qui vous permet de dire ça, par exemple, en tant que musicien? L'histoire de l'art musical. De Guillaume de Machaut à aujourd'hui, j'ai fait l'enquête, j'ai entendu des choses des différentiels inouïs par rapport aux musiques ethniques, qu'on appelle ethniques, je ne sais pas pourquoi, les jazz, l'histoire du jazz, depuis, on ne sait même pas quand ça a commencé d'ailleurs, on sait pas, et ça ne s'arrêtera pas. C'est ça qui me fait parler de musique. C'est-à-dire que si c'est pas, la musique, si c'est pas, elle n'est pas en liberté, c'est-à-dire infinie, pour moi, c'est pas possible de congeler. Et c'est donc les clichés qui vous remontent, qui vous reviennent en premier, quand vous improvisez. Ouais. C'est ça, non? Oui, quand j'improvise, je remets en question tout ce que j'ai appris. C'est parce que où je suis à la hauteur de ce que j'ai appris, ou pas. Alors je me prends, je me dis, ouais, Mozart, je vais faire mieux, Mozart. Tu vas voir, oui, bien sûr, il faut être ambitieux, quoi, puis un peu bête, quoi. Jean-Sébastien Bach, oh, tu parles, moi j'étais en foot du Sébastien Bach, pareil. John Coltrane, ouais, génial, mais enfin, Jimi Hendrix, oui, d'accord. Et alors, puis, ça parlait de. Il ne faut pas être jauni à l'idée. Quelle idée? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais. Bon, vas-y, Charles. Tu as bien avoir une raison. Bon, il se trouve que je suis avignonnais et que j'ai assisté pratiquement, pas au tout début, j'étais trop jeune. Le festival, c'est 47, mais j'y étais assez vite, dans les années 50. Je vous raconte ça parce que dans le livre, on fait un rapport avec Uzeste. Ça, au départ, ça semble un peu prétentieux, un peu gros. Voilà, parce qu'Avignon, maintenant, le festival, c'est un gros machin, il y a énormément de monde, il y a des... Bon, etc., voilà. Et Uzeste, ça fonctionne sur un tout autre modèle. Alors, je pense qu'on va en parler, parce que c'est très intéressant. Il y a un mot de Bernard qui dit à un moment donné, je ne veux pas grossir, je veux grandir. C'est pas pareil, grossir et grandir. Alors, je vous ai parlé d'Avignon, parce qu'au départ du festival d'Avignon, Villard détestait le mot festival, d'ailleurs. D'ailleurs, en général, Bernard ne parle jamais du festival d'Uzeste, il dit Uzeste, comme vous l'avez entendu. Non, on dit Esteiade de Lazare. Voilà. En gascon, Esteiade, ça veut dire la fête principale de l'année, la reste. Voilà. Et à Avignon, donc, Villard, quand il crée ça, si vous voulez, c'était des... Lui, il avait un petit peu d'âge, mais les gens, les comédiens étaient tous des jeunes. Ils n'ont pratiquement pas été payés. C'était en 47, et c'était dû à René Char, le poète, à Villard lui-même. Bon, il demandait de jouer quelque chose pour une grande exposition de peinture où il y avait Picasso, Braque et tout ça. Et donc, c'est pratiquement quelque chose qui est né de la résistance, le Festival d'Avignon. C'est un festival presque d'insurrection, parce que les gens qui sortaient de la résistance, ils pouvaient décemment, en tout cas un certain nombre, ils ne pouvaient pas décemment reprendre la vie comme si rien ne s'était passé. Il fallait donc quand même inventer quelque chose. Ça a été inventé, vous le savez, par le Conseil national de la résistance sur le plan politique et social, mais dans l'ordre de la culture et de l'art, il s'est inventé aussi beaucoup de choses. Donc à Avignon, par exemple, c'est des mots que connaît bien Bernard, qu'il affiche sur les staminets, Villard, on veut présenter aux spectateurs ce qu'ils ne savent pas qu'ils désirent. Et ça, c'est une chose, souvent, par exemple, qui a fait discussion à Uzeste. Hein. Sur l'histoire du programme Bernard, il dit le programme, il n'est pas au départ à Uzeste. Le programme, il existe quand on a fait Uzeste. Il est à l'arrivée, plus qu'au départ. Parce qu'il y a besoin, justement, de faire que les choses se jouent. Voilà. Donc, à Avignon, pour en rester là, ce qui a été intéressant, c'est que Villard est parti de là. Et donc, ça a été aussi... Villard dit le théâtre n'est pas que du théâtre. Il le mettait d'ailleurs en pratique parce qu'il y avait les représentations sur les scènes à Avignon, la cour d'honneur du Palais des Papes et autres et tout, mais il y avait aussi des récitals de poésie. Philippe, qui est très célèbre pour le Prince de Hombourg ou pour le Cible, il s'est beaucoup manifesté à Avignon aussi parce qu'il a beaucoup dit Éluard, il a beaucoup dit René Char, il a beaucoup dit les poètes, mais en même temps, il y avait aussi des échanges avec le public le soir à minuit ou le lendemain matin. Quand les gens avaient dormi, ils réfléchissaient, notamment avec les jeunes, les CMA. Bon, donc il y avait tout ce mélange. Ils jouaient au foot. Philippe était gardien de but à Avignon. Donc ça voulait dire que ce n'était pas que des représentations et des spectacles à payer. Et puis bon, on s'en va et on revient l'année d'après ou la semaine prochaine et tout. C'était une espèce de vie reconstruite.
avec le public qui venait là, qui est venu là de plus en plus, et notamment de plus en plus jeune, et donc il s'est constitué quelque chose qui a créé une chose qui s'appelle, appelait ça Avignon, on ne disait pas festival. Donc pourquoi je me suis beaucoup arrêté à ça? Parce que je pense que justement, œuvrier, ça veut dire aussi ce qui se crée de nouveau. Bon, avec des gens qui étaient déjà comédiens, donc ils avaient déjà un métier, si je puis dire, une formation, mais enfin, ils ont créé quelque chose de nouveau qui s'est appelé Avignon. Uzès, ce qui est intéressant, quand je dis Villard disait la musique, le théâtre n'est pas que du théâtre, Bernard, je crois qu'il l'a redit tout à l'heure, la musique n'est pas que de la musique. Il y a une librairie extraordinaire à Uzès, c'est à côté d'une cuisine. Bon, elle n'est pas très grande, mais je vous garantis qu'il y a tout ce qu'il faut, question livre. Hein. Bon, et sur la porte de la librairie, un jour, je me suis arrêté là, je regarde et je lis des mots qui avaient été écrits, je ne sais pas de quelle écriture, peut-être de toi, c'était lire des livres, écrire inspire, improviser respire, très important. Hein. Parler répare. Bon, franchement, il y a des psychanalystes, ils se régaleraient avec ça. Hein. Bon, mais c'est pas fait pour les psychanalystes. Même s'il y en a un qui s'appelle Roland Gori, qui revient chaque année. C'est que si vous le prenez à la lettre, ça, hein, lire des livres. Lire des livres de quoi? Des livres de ce qu'on croit savoir et de ce à quoi on est habitué. Donc, quand vous ouvrez un livre, en général, moi ça m'arrive, je ne suis pas le seul, tout d'un coup on plonge dans quelque chose qui est normalement absolument inattendu. Bon. Et on va être secoué par ce livre. Que ce soit un roman, un livre de philosophie, un livre de toutes sortes. Bon. Mais écrire respire. Moi j'ai été longtemps journaliste, écrire c'est vraiment une respiration. Il n'y a aucun doute à ça. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, si vous ne respirez pas ce que vous êtes en train d'écrire et de ce que vous allez essayer d'écrire, et que le mot appelle le mot, ça c'est un phénomène bien connu. Moi souvent comme journaliste, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Quand j'entends Bernard dire qu'il improvise, quelqu'un qui normalement écrit dans un journal, surtout il faut rédiger un article en 20 minutes, parce que il y a la limite de l'heure qui arrive et tout, il faut l'inventer. Il n'y a pas un truc, vous ne retournez pas, vous n'avez pas un papier, un brouillon, où vous dites je vais recopier ce que j'avais déjà écrit. Vous ne pouvez pas. Parce que l'événement qui est survenu, il ne vous laisse pas tranquille. Donc il faut vous débrouiller avec ça. Donc il faut improviser. Donc il faut respirer. Il faut respirer ce qu'il y a dans votre tête. Et donc partir comme ça et écrire. Et puis je vous garantis qu'à un moment donné, une phrase, normalement, débouche, en provoque une autre. Puis une seconde, puis une troisième et tout. À l'arrivée, c'est bon, c'est plus ou moins bon et tout. Mais en tout cas, je pense qu'écrire, c'est vraiment... Je pense qu'on n'écrit plus assez. Je pense qu'il y a le courrier, l'échange des lettres. Alors, je suis d'accord, moi aussi j'ai un ordinateur et tout. Je réponds par email, par SMS. Je pense que les SMS, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est la négation de l'écriture au sens de la liberté d'écriture et de la personnalisation de l'écriture, y compris la personnalisation de la calligraphie. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Je ne pense pas que ce soit, disons, archéologique. Non, ça j'y crois beaucoup. Et alors, improviser, respire, ce que je vous disais, et parler répare. Alors là, franchement, moi des fois, dans mon journal, il y a des gens qui disaient, les journalistes, ils passent trop de temps à bavarder. Alors évidemment, pour bavarder, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont au bistrot. Alors dans le journal, il y avait même un bar du comité d'entreprise. Alors ils étaient là, un truc, et, des fois ils parlaient de ce qui n'avait strictement rien à voir avec leur boulot du jour, c'est-à-dire le papier qu'ils allaient devoir écrire. Mais les langues qui se délient, de temps en temps, ça libère aussi les stylos. Voilà. Donc moi je disais à l'administrateur du journal, il dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, hein. Il travaille 1 heure par jour. Le moment d'écrire, c'est 1 heure par jour. On perd du temps et tout. Je dis non, ne parle pas comme ça. Laisse-les libres à un moment donné de vivre dans leur tête, y compris en discutant avec les autres. C'est peut-être que là va se constituer l'article qu'ils vont faire. Bon, alors, bon, je n'avais pas de peine parce que c'était évident qu'il fallait faire ça. Mais pour vous dire que parler répare, c'est un truc extrêmement important. Roland Gori, dans ces derniers livres, il n'arrête pas de parler de ça. Si je puis dire, il n'arrête pas de parler du parler. Bon, parce que le libéralisme, quelque part, a tué aussi la parole. Le libéralisme, il est prescription. Ce que j'ai abordé un petit peu à propos des médecins des hôpitaux, des personnels de santé, il est prescrit. Voilà ce qui est prescrit. D'ailleurs, c'est formidable parce que
ces gens qui pratiquent des ordonnances, ils se font tout ordonner maintenant. Bon. Donc la prescription, si vous êtes prescrit, bon, à un moment donné, vous ne pouvez plus librement ni penser, ni écrire, ni improviser. C'est pour ça qu'il y a un tel choc entre ces métiers dits de l'humain qui ont besoin justement de la marche, ce qu'on appelle la marche. Si vous avez un type qui est un peu dérangé devant vous, vous n'avez pas d'ordonnance toute cuite pour dire voilà ce que vous allez faire avec lui. Vous ne pouvez pas. Je n'invente rien, ce sont eux qui le disent. Bon. Et donc, il faut constamment garder de la liberté d'inventer de ce qu'il faut dire, ou de ce qu'il faut prescrire, etc. Voilà. Bon. Donc c'est pourquoi, là, ce qui n'a l'air de rien, dans ce que dit Bernard, moi, Bernard, je souris parce que c'est drôle ce qu'il dit, en même temps, je pense que c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Parce que là, ce qu'il dit de l'individu qui lui-même a besoin de se sortir de lui-même et de se constituer avec l'autre, la métaphore du jazz, c'est quand même extraordinaire. Moi, je me souviens, un jour, il y a un beau livre qui s'appelle « Moins qu'un chien », c'est de Charlie Mingus. Bon, ce sont ses confessions avec son psychanalyste, je crois. Hein. Bon, je vous le recommande, celui-là. C'est pas triste, et tout y passe, hein, y compris le sexe et tout. Bon. Mais surtout, quand on lit ce livre de Mingus, on apprend des choses formidables. Par exemple, que les musiciens de jazz, on croit que quand ils sont dans les coulisses, ils se beurrent la gueule. Bon, ça leur arrive. Bon, c'est normal, parce que c'est pas si facile d'être musicien de jazz. Mais ce qui leur arrive aussi, ça, je ne sais pas ce que Bernard en pense, c'est ce que dit Mingus à un moment donné, c'est que dans la coulisse, de quoi parle-t-il avec le gars avec lequel ils vont retourner en scène pour continuer à jouer? Il parle de philosophie. Mingus parlait beaucoup de philosophie, parce qu'entre cet art du jazz, de l'improvisation, et la philosophie au sens de ce qu'on essaye de penser pour soi-même, ou d'échanger dans la pensée avec l'autre ou les autres, il y a quelque chose, je ne saurais pas le définir, je ne saurais pas l'analyser, je ne sais pas si ils sont capables, mais je pense que c'est très important. C'est pourquoi, à la limite, maintenant, à Uzès, où il y a des musiciens de jazz, et où il n'y a pas que ça, d'accord? Bon, il y a un véritable foyer de pensée. Et là où je veux en venir, et je m'arrêterai là-dessus, je pense que c'est très important. Bernard, il a un mot qui moi m'a beaucoup frappé, c'est ici à Uzès, nous ne voulons pas grossir, nous voulons grandir. Nous ne voulons pas de chapiteau avec 10 000 places de gradins. Parce que si nous demandons un chapiteau pour faire gros, hein, etc., où il y aura peut-être des médias qui vont... Il va falloir faire venir des têtes de gondole, c'est-à-dire des têtes d'affiche. Et les têtes d'affiche, ça appelle quoi derrière? La télévision. Et la télévision, ça appelle quoi derrière? Mais ça appelle à un moment donné les notabilités. C'est-à-dire que normalement, l'exercice de l'art passe entre les mains de gens qui sont des politiques au sens de la notabilité, et pas seulement de la création, aux mains des grands médias qui ont besoin de ça, aux mains de la finance, de l'argent qui a besoin de se rentabiliser. Voilà. Donc tout s'échappe à un moment donné. Voilà. C'est pourquoi le modèle d'Uzès, je ne dis pas qu'il est unique, mais l'idée de garder à Uzès un foyer de création qui relève de ça, de ce que faisait Bernard avec ses mains, et puis de la pensée, du rapport avec des philosophes, avec des syndicalistes. Il y a beaucoup de syndicalistes à Uzès, bon, qui viennent depuis 30 ans, disons, hein, qui viennent 30 ans, et ils y viennent parce qu'ils y trouvent quelque chose, et ils ont quelque chose à y dire et à y faire. Et pas seulement ça sort sur des sièges. Bon, au début, ils sont venus et ils faisaient le service d'ordre. Ça a arrangé la compagnie Lubin, bon, bravo et tout. Puis au bout d'un moment, Bernard les a poussés à aller un peu plus avant quand même. Et le plus avant, ça a été quoi? Ben, ils se sont mêlés des débats. Ils organisent, ils font venir des gens. L'an dernier, il y avait un truc incroyable. Il y avait une rencontre sur les bonnes. Les bonnes dans les familles, hein, les servantes attachées à une famille. Il y en avait une qui était argentine, l'autre qui était libanaise. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que quand on les écoutait, on disait que les bonnes, mais c'est universel ce truc. Alors, c'était pas pareil à l'Argentine qu'au Liban ou en France, mais c'est quand même universel. Donc, vous avez à nouveau de l'universel. Et cet universel arrive où? Combien d'habitants? 300? 400, oui. Dans un petit village qui est devenu un village artistique, hein, des arts à l'œuvre, comme il dit, à un moment donné, il a pu se faire des choses comme ça.
À ma connaissance, franchement, vous ne les avez pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils pensent à autre chose. Ils ne perdent pas de temps à faire venir des bonnes du Liban ou de l'Argentine. C'est pourquoi je crois beaucoup à Uzès. Moi, j'y ai beaucoup appris. J'y ai beaucoup appris notamment pour ce qu'on peut faire à la fête de l'humanité. En particulier, une chose qui me tient à cœur, c'est le chapiteau des Amis de l'Humanité, où on s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé à Uzès. Est-ce qu'on a apporté quelque chose à Uzès? C'est pas impossible, tant mieux. Mais là, il y a eu un échange. Pour vous dire à quel point Uzès, pour moi, est un modèle d'exercice de l'art, très ouvert, très ouvert au sens de... Ça change très vite, avec des gens qui apportent quelque chose de nouveau, mais c'est aussi, personnellement, je le pense, je pèse mes mots, un modèle politique. Un modèle politique. Parce que les gens qui croient que la politique ne se changera qu'avec des chapiteaux géants, avec des rassemblements de 100 000 personnes et tout, j'aime autant vous dire, moi je vous dis, il pourra attendre longtemps. Voilà. Une société ne bouge pas parce qu'à un moment donné, il y a 300 000 personnes au Champ de Mars, ou parce que derrière, il y a un écran de 25 mètres de large et tout. Bon, ça induit quelque chose, ça induit une espèce de rassemblement de fidèles qui veulent retrouver une célébrité, qui veulent retrouver le nombre, voilà. Et uniquement la fidélité, et tout le respect qu'on peut avoir pour ceux qui sont fidèles à une vedette et tout, mais sauf qu'à un moment donné, le nombre n'a jamais fabriqué ça. Le nombre, malheureusement, il faut bien le dire, il a souvent fabriqué le pire. Le pire, bon. Et ce sont au contraire les petits groupes, les rassemblements. Moi, j'ai connu ça à un moment donné, où il y avait une liberté d'échange et d'imagination qui a fait que la société changeait aussi grâce à ça, à ce tissu à l'intérieur de la société, qui produisait des idées et qui produisait pas que des idées, de l'action, de l'intervention. Voilà. Donc, je me tiens là, c'était pour vous dire à quel point moi je suis sensible au fait qu'à Uzès, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas que de l'art et de la culture, comme on dit, voilà, qui est autre chose. Et à la limite, je recommanderais à tout le monde de voir si chacun peut aider, parce qu'on l'écrit dans le livre. Hein. Vous savez, les grands rassemblements et les stades bondés, quelque part, ça vide les arrière-pays. Ça les vide. Bon, ça vide les villages et les faubourgs. Et qui est-ce qui arrive derrière? Qui est-ce qui arrive derrière quand c'est bien vide? Les démagogues politiques. Voilà. Vous pouvez regarder les cartes du pays, vous verrez, c'est impressionnant ça. Comment il y a certains votes qui se sont répandus à un moment donné, en même temps que le pays se vidait du travail et de l'expression culturelle. Voilà. Parce que vous savez, en Lorraine, ils ont perdu leur boulot, mais ils n'ont pas perdu que leur boulot. Il y avait de la culture en Lorraine. Ces ouvriers lorrains, ils fabriquaient quelque chose aussi d'ordre culturel, ne serait-ce que de la musique à eux, des fanfares et tout. Mais il n'y a plus de fanfares en Lorraine. Il n'y a plus de mine, il n'y a plus de chirurgie, il n'y a plus de fanfares. Terminé. Et puis il y a autre chose maintenant. Vous en connaissez le nom. Hein, il y a 2 lettres, ça suffit. Voilà. Donc, vous voyez que ça se paie très cher à un moment donné, le désert culturel ou le désert artistique. J'avais trop dit. Bernard. Non. Là, qui veulent prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Oui. Surtout. Non, mais juste pour dire que Uzès ne s'est pas né de la génération spontanée, d'abord, c'est parce que c'est né avant nous, ça a commencé en 78, mais avant le début du siècle, c'est un village en action, avec des forces vives qui vivaient là et qui travaillaient là, avec des usines à bois, des champs, des cultivateurs, des éleveurs, etc. Donc le Café L'Estaminet, qui était un dancing, restaurant, billard, bal tous les samedis soirs et les dimanches après-midi et les dimanches soirs, cinéma itinérant le mercredi, le jeudi soir réunion politique ou syndicale, vendredi concours de bolotte et du billard. Vous voyez, carrément, c'était pas du tout, il y avait de l'action, donc il y avait de la relation. Et c'est né de là, et c'est né aussi de l'influence de la fête de l'humain, où je suis allé depuis tout petit, et en effet d'Avignon. Voilà. Et avec cette influence-là, on a essayé d'apprendre à faire par nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de notre propre ignorance. On n'a pas essayé de copier, on a appris à faire ce que nous apprenions. C'est un apprentissage permanent, quoi. On a failli devenir un gros festival à un certain moment. Et on a eu à un certain moment 4 à 5 000 personnes par jour, et là on s'est dit, mais alors là, d'un seul coup on entraîne les gens à devenir des clients
des consommateurs. Ils faisaient la queue, ils voulaient que ça commence à l'heure, ils avaient les réflexes qu'on a quand les consommateurs. Donc il a fallu chambouler tout ça et retravailler la question du désordre. Désordre, ça veut dire désordre. C'est pas si simple. Et donc il a fallu travailler la question de tout transformer, de tout polyrythmer, de créer des journées polyrythmiques, ça commence là, ça se passe là. Et au début, pendant longtemps, on faisait le programme après. Maintenant, on a appris à faire avant ce qui sera le programme. Vous voyez la différence? Et donc, de concevoir, si tu veux, un événement comme un laboratoire populaire. Ça veut dire que les expérimentations, les explorations sont faites avec tout le monde, devant tout le monde. Et il faut trouver pour ça des artistes conséquents d'ailleurs, parce que c'est que ceux-là qui sont capables, quoi. Et donc qui a été un des plus connus, qui a été quand même, malgré qu'il soit connu, capable de participer à cet inconfort, c'est Claude Nougaro. Je travaillais avec lui à l'époque, il a accepté de venir à Uzès dans des configurations qui était l'inverse de ce que lui proposait le métier, quoi. Pareil pour Igelin, quoi. Mais en même temps, on n'a pas abusé avec des gens connus parce qu'on a vite compris que les gens connus n'avaient pas besoin de nous. Et les gens connus qui veulent venir à Uzès, il faut qu'ils décident s'ils ont besoin de venir. Alors souvent, il y en a comme ça des artistes qui ont été célèbres et de gauche qui pensent se refaire la cerise en venant à Uzès. On leur dit non, bon, c'est pas obligé. Hein. Des connus comme ça qui pensent se refaire une espèce de... Alors on dit ou non, enfin en général on dit non parce que de plus en plus on s'est confronté à toute une jeunesse des capacités de créativité innovantes, quoi, des nouveaux, quoi, qui proposent des choses et qui un peu à Uzès rencontrent l'histoire de l'art. Souvent, ils arrivent un peu génération spontanée. Ouais, ah ouais, mais qui sait? Tu connais pas John Coltrane, Mozart? T'as dit non. Alors là, peut-être à Uzès, il y a une espèce de questionnement qui se produit justement sur le fait qu'il n'y a pas de... La croyance dans la génération spontanée, ça marche pas, quoi. Donc c'est une confrontation avec les générations et surtout avec l'histoire. Et l'histoire des mots, et le théâtre, et la littérature, et la poésie surtout aussi. Serge Pey, par exemple, un poète magnifique. Et puis j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc c'est un labo, les gens sont conviés à des explorations, à des expéditions. Voilà. Et les artistes aussi. Souvent les artistes qui viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont y faire. On leur dit la veille ou le lendemain, ça dépend. Voilà. Donc, alors il y a ceux qui, en général, ils tiennent le coup. Et la SACEM dans tout ça? Ah ben la SACEM, elle s'accroche aux branches, on lui explique que... Non, mais la SACEM, elle a assez de boulot à récupérer ce qu'elle gagne avec les chanteurs de variété, qui eux chantent la même chose depuis 40 ans, toujours pareil. Bon, c'est pas difficile à identifier. Avec nous, ils ont décidé qu'ils allaient nous faire un cahier sur l'improvisation. Alors ce soir, nous avons joué Coucher de soleil. Et puis c'est signé par 20 mecs, 20 compositeurs. Parce que quand on improvise à plusieurs, c'est démocratique. C'est de la composition instantanée, multimédiate. C'est pas un chanteur qui a fait les paroles et la musique, c'est son beau-frère, et qui ramasse. D'ailleurs, de toute façon, nous, c'est démocratique, mais ça fait pas beaucoup d'argent, quoi. Les concerts qu'on fait, moi, la SACEM, quand je touche 17 €, c'est bien. C'est ça aussi la question de l'improvisation. C'est pour ça que ça passe mal, parce que qui est le propriétaire quand on improvise à plusieurs? Qui est-ce qui signe la feuille? C'est mon œuvre. Alors ça se discute, ça se dispute. Il y a souvent oui mais non. Il y en a oui mais enfin je ne peux pas signer. Oui mais enfin moi aussi c'est ça. Vous signez chacun signe une œuvre qu'il a déposée à la SACEM, qu'on l'ait jouée ou pas. Et la SACEM ils comprennent qu'ils sont à la bourre. De toute façon ils seront un jour copyright dans pas longtemps. Voilà. Mais en même temps, la SACEM, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle existe par le rapport que lui apporte la variété, quoi. C'est la variété. Et donc c'est avec ça qu'elle fait de l'argent, avec ce qui est populaire. Alors Uzès, on essaye de n'être ni populaire, ni élitriste.
Oui, alors ça crée une espèce de... C'est possible, on y arrive. Alors, ça nous fait, par exemple, dernièrement, on a fait un travail avec des circassiens, la Crida Compagnie, on a fait un boulot qui s'appelle Cabaret, on a mélangé l'improvisation musicale et des jeux de je sais pas comment appeler ça, de jongle, des gens du cirque qui se sont mis, qu'on a invités à Uzès et qui se sont mis à improviser avec nous. Dans ce coup, on va continuer parce qu'ils ont découvert qu'on pouvait improviser même avec ça. Parce qu'ils en avaient marre de répéter le même numéro depuis 10 ans, donc ils ont compris qu'ils pouvaient improviser aussi. Et puis l'improviser, c'est pas contre l'écrit aussi. C'est l'histoire de l'improviser, ça a été de remettre à égalité l'écrit, l'écriture, donc la lecture, et l'improviser. C'est pas l'un contre l'autre. C'est le meilleur que je trouve, moi, c'est quand l'un et l'autre se rencontrent. Il y a des œuvres de musique écrite, des œuvres de musique contemporaine qui sont d'une importance capitale. Et ça, personne ne le sait, puisque ça passe encore moins que le jazz. Des gens qui inventent des formes inouïes. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, quand on se balade un peu, des fois on a l'occasion d'aller jouer, on voit des mecs qui arrivent, je sais pas d'où, de Lituanie ou de machin, qui proposent des propositions esthétiques formidables, quoi. Mais des trouvailles, des sonorités, des machins qui sont des fois des mélanges de racines locales, en même temps de critiques, d'insolence, de partout. L'imagination, elle explose partout. On a la preuve que l'imagination, elle est à la portée. Et je pense que du point de vue politique aussi, et du point de vue civilisationnel, c'est très important parce que ça prouve les capacités que l'être a autre chose à foutre qu'à taper sur le voisin ou à faire du profit, quoi. Ça montre que les possibilités... Ça montre à quoi on peut vivre en étant sur cette terre, quoi, le temps d'une vie. Et Uzès, ça représente un peu cette idée de laboratoire, quoi. Alors, il y a des fois ça foire, des fois ça réussit, puis les gens ils en pensent ce qu'ils veulent, après ils discutent, ils s'engueulent, non mais ça c'est pas bien, alors ça on a du mal à le trimballer dans d'autres festivals. De temps en temps j'ai été invité 2 ou 3 fois au festival de Marciac, bon, ça leur a fait de la peine, quoi, mais bon, parce qu'ils sont pour un jazz pur d'or, quoi. Ils sont dans un processus, vous savez, dans le jazz aussi il y a un showbiz bis. Voilà, comme un peu partout, c'est de la récupération, et là il faut que ça soit du jazz bien encadré, bien lyophilisé, et j'avais un truc sur le jazz. Oui, le jazz plutôt qu'un héritage. Alors moi, là, le jazz que j'entends, moi, la musique, c'est plutôt qu'un héritage figé, c'est un rapport critique au présent, un défi qu'il faut sans cesse relever. Et c'est ce qu'on peut entendre au Japon, partout. Demain je pars, rendez-vous compte, demain je pars à Philadelphie, je pars dans un projet que soutient l'IRCAM, c'est Beaubourg, c'est Pierre Boulez qui a raconté ça, c'est un travail avec 2 logiciels d'ordinateur qui pratiquent l'improvisation. Moi je fournis au piano des données à chaque logiciel, et le logiciel traite ce que je lui fournis à sa manière, il le turbine et le machin. Puis moi, quand je ne suis pas d'accord, je rentre dedans, et tout ça, ça fait une espèce de combat permanent qui m'intéresse. Ça fait plusieurs années que je fais ça, mais qui m'intéresse beaucoup parce que ça produit justement des ressources esthétiques inconnues au bataillon jusque-là, quoi. Ça produit des choses, parfois ça me vexe parce que ça fait des choses auxquelles je n'avais pas pensé, quoi. Et on est en train de le travailler aussi avec la parole. Avec la voix, c'est possible, mais avec la parole. Comment déconstruire le langage. Voilà. Alors tout ça, c'est des choses qu'on trimballe à Uzès, on le fait des fois dans une grange ou sous un chêne. Les gens ne savent même pas ce dont il s'agit, mais ils se débrouillent avec ce qu'ils en pensent. Donc il n'y a pas d'intermittent du spectacle, Uzès. Il y a des interminables. On est tous des intermittents du spectacle. L'improvisation, c'est donner conscience au soi doutant de soi. Par rapport aux idées, moi je suis un compagnon de doute. Et le doute profite à l'accusé. Oui, mais alors qui est-ce qui accuse l'accusé? Moi je ne me sens pas du tout accusable. Je ne suis pas coupable même de ma culpabilité. C'est mon problème. Et l'improvisation, c'est intéressant parce que c'est se souvenir de ce qu'on n'a pas encore joué.
Vous rentrez sur scène, on est avec la compagnie, on est 5 ou 6, 5, 6, comme quand je joue avec Michel Porta, d'autres. Qu'est-ce qu'on joue? Ça te regarde? Et on rentre sur scène, on ne sait pas ce qu'on joue. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui nous arrive? Comme on improvise, il faut qu'on partage démocratiquement l'espace, le volume, la surface, la durée. Et là, il n'y a pas de chef. Il n'y a que 5 mecs qui décident d'un seul coup de faire avec le plus de... certaines d'implication d'humanité, de rouerie, parce qu'il n'y a pas de morale là-dedans, mais qui décident de faire une œuvre collective qu'ils essayent d'agrémenter à la disposition de leur goût à chacun, qui n'est pas le goût de l'autre. Donc c'est ici, boum, paf, même tomber sur le chose. Mais là, ça peut pas. Là, pour que ça puisse improviser à plusieurs, il faut changer la donne, il faut changer le logiciel. Là, on ne peut pas improviser à plusieurs sur un morceau qu'on ne connaît pas ensemble. Si on part une polka ou un morceau classique de jazz, un thème, un standard, on peut improviser que dans le cadre d'une grille, dans un cadre. On improvise dans un cadre, il faut respecter le rythme, il faut respecter l'harmonie et tout ça. Mais quand on est dans l'entière liberté, ce qui n'est pas une mésaffaire, parce que pour moi, improviser, ça me délivre de l'illusion de me croire libre. Quand j'improvise, je dis que je ne suis pas libre du tout. C'est pas une visée pro alors? Ah, je ne suis pas pro, moi. Alors, absolument, je déteste le pro. Je suis un amateur, moi. J'aime. Les pros, c'est des abrutis, ils croient au Père Noël. Ceux-là sont prolétarisés, ils sont bons pour l'usine à tube. Ils se font intuber, quoi. Et mais l'autre dit la liberté, c'est la prison des hommes libres. Il faut vous dire que je suis pas sûr, quoi. Et oui. Et donc l'improvisation, ça permet d'inventer ce qui n'existait pas, quoi. C'est un peu ça l'art, hein. C'est inventer ce qui n'existait pas. Ça c'est pas la peine. Si on répète ce qui a été fait, on peut, hein. Mais si on a envie moi j'aime bien entendre des choses que je ne connais pas. Si je rencontre tous les jours la même personne, les 50 mêmes personnes tous les jours, et qu'on se dit la même chose, franchement, ça nourrit pas, quoi. Ça ne fait pas changer, ça fait pas... Il faut rencontrer des inconnus, de l'inconnu. Et le meilleur inconnu, c'est soi. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher plus. Ça me fait... Ça me fait penser à ce qu'on avait dit dans une précédente rencontre l'année dernière, et je ne retrouve plus le nom de la personne qui parlait de la poésie. C'est lui qui organise le Printemps des Poètes. Siméon, Jean-Pierre Siméon. Vous l'avez jamais rencontré, Jean-Pierre Siméon? Non. Parce que là, il faudrait que vous le rencontriez. Parce que ce qu'il disait sur la poésie, d'ailleurs on avait intitulé la rencontre « La poésie sauvera le monde ». Et d'ailleurs, son livre était là-dessus aussi. Et justement, sur ces histoires de poésie, l'autre jour, j'écoutais un débat qu'il y a eu entre Badiou, Mermet et Aude Lancelin, et il disait, Badiou, qu'en Chine, les ouvriers en Chine, ils font de la poésie. Il y a une poésie importante qui se fait. Donc, il y a des choses qui sont en train de se construire. Donc, les ouvriers, il y a de l'espoir, je crois. Voilà. C'est urgent d'improviser en politique. Il y en a des bons, hein. Tu le sais, toi, non? T'as pas mal improvisé, quoi, quand même. Hein. La bonne à la mauvaise foi, c'est d'ailleurs, c'est ce que disait Rimbaud, il disait dérèglement de tous les sens. Moi, je rajouterais surtout le bon. Moi, je pense qu'on improvise sans arrêt dans la rue. Vous changez de trottoir, tiens, vous n'avez pas prévu. Vous avez une idée, tiens, elle est partie, tiens, je fais autre chose. On n'arrête pas d'improviser.
Sauf que quand il faut répondre aux arguments sociaux ou de bien élever, tout ça, là, comment ça va? Oui, ça va, merci. Il fait beau? Oui, non, bon, ben là, on improvise un peu moins, quoi. Mais bon, c'est du social, il faut se débrouiller avec ça. Souvent, pour improviser, j'ai dit, ça va? Non. Pour changer un peu, quoi. Quand je vais chez mon boulanger aussi, qui est à Uzès, alors, ben, lui, ben, ça va, Bernard, il me dit, toi. Alors maintenant, il a compris, il me répond, on me met je crois les oui, vous voyez, inventeur, alors du coup, il y a le troisième qui arrive, il dit, lui, alors la police, bon, il parce qu'improviser aussi, c'est ce cas de jouissif, de ludique et parfois de lubrique, c'est d'aller voir dans des endroits où j'ai perdu le truc, c'est des endroits inconnus de soi, quoi. Oui, c'est ça, mais gravement, mais vraiment, tu mélanges le truc, discours comme ça, il est pas malade le mec, mais il fait exprès de tu dis, mais pourquoi il me prend lui? Bernard, c'est déterminant en politique d'aller voir ce qu'on ne connaît pas. Ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'on nous mène par le bout du nez depuis quelques siècles. Ben oui. Derrière vous, vous avez, nous pouvons changer la société. Oui. Parler, c'est réparer. Oui. Mais improviser, c'est donner confiance d'aller regarder quelque chose qui n'a pas existé jusqu'à maintenant. Exact. C'est ça qui me fait penser ça. Oui, oui, mais c'est ça, c'est ça. Et improviser, c'est penser, quoi. Je l'ai déjà dit. Tu penses, tu improvises, après tu le dis ou tu ne le dis pas, ça dépend combien ça coûte, quoi. Quand tu es devant le patron, tu improvises, quel soit le compte, tu dis, il m'a encore à tuer, je ne dis pas. Mais tu improvises, toi. Alors tu improvises, il fait beau aujourd'hui? Oui, ben oui, ça marche le bout. Et ta femme, ça va? Oui, oui, merci, très bien. C'est improviser dans tous les sens, oui. Mais surtout, cette idée de moi, où je me suis aspiré dans l'improvisation, c'est que ça m'a permis de découvrir des territoires auxquels je n'avais pas pensé, qui étaient au-delà de mes goûts, au-delà de mon éducation. J'ai découvert des possibilités, y compris d'écrire. Tiens, je vous donne un exemple, parce que moi, je ne suis pas un écrivain, mais regardez ce que j'ai écrit. J'ai fait un disque de piano qui s'appelait Improvision. Improvision, parce que j'ai joué un jour, je suis à la Guadeloupe, et puis je suis tombé dans une soirée de tambour, musique bélé, et ce sont des chants traditionnels et des tambours très savants, et j'étais comme ça, baba, et puis à la fin, je pianotais comme ça sur un tambour, et alors il me voit, il me dit, ah, vous faites des improvisions. Il avait raison. Parce que j'improvisais, mais j'avais des visions, je n'étais même pas conscient que j'avais des visions. Alors j'ai fait un disque de piano solo inécoutable, mais il faut entendre 40 ou 50 ans pour... Alors qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? J'ai écrit « Éperdu d'avance, entré par la porte, de la musique à jeter par la fenêtre. Musique éjectée de la musique, sur le fin du fil à la patte. Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Roland Gori. Quand on a peur, on n'est pas libre. Et quand on est libre, ça fait peur. Et nous avons un devoir envers la musique, celui de l'inventer. Igor Stravinsky. Là où il ne s'agit plus ou pas de jouer bien ce qui fut, ce qui fait encore, être d'avant-garde, c'est savoir ce qui est mort. Être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. Roland Barthes. Je ne joue jamais comme avant. Jazz cognitivement bluesant, ce double jeu qui n'en finit pas de commencer, escalade dans la dégringolade, j'use, abuse, muse, m'amuse, faire courir le bruit que le bruit court. Improvision de bouche à oreille en branle, longtemps je me suis jastiqué de bonheur. La musique n'est pas que de la musique, rien n'est vrai, tout est vivant, le cri du monde devient parole, Édouard Glissant. Le feu est dans la langue, Bernard Manciette. La musique a besoin de ceux qui ne lui obéissent pas. Improvisation, ivre, oralité secouée, composition instantanée, multimédiate, sans retour sur investissement souvent, jouer au doigt et à l'ouïe, marteau à l'appui,
corps à corde et les pédales dédales. Pianomade, pianonanisme, in situ actionniste, la liberté ça s'apprend, c'est tout sauf inné. Donc pareil, on apprend à écrire quoi. Comme on apprend à vivre, on apprend. Le problème c'est de continuer à... Enfin le problème, pour moi, en tant qu'adulte, c'est de continuer à apprendre. Voilà. À continuer à qu'est-ce qui me... j'ai projeté en moi quelque chose qui me permet de concevoir que je ne sais pas assez, que je ne sais pas, et puis que j'ai les désirs d'apprendre. C'est pour ça que je fais tous les jours 2-3 heures de piano, une bonne heure de batterie, que j'écris, que je pense, que, voilà, que je dépense, et que je viens avec plaisir ici d'un coup de bagnole de 600 km aller et retour, et vous parlez, parce que parler répare, et puis je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien, mais moi ça ne me fait pas de mal. Voilà. Fatigue complète. Et puis pour que c'est aussi pour un vieux camarade qui a bien donné et qui a bien lutté, et merci encore. Tout à l'heure on parlait d'Avignon et d'Uzès, là. Il y en a un qui a fait le trajet Avignon, et vraiment il s'y est impliqué dedans à fond avec Villars, mais pas seulement avec Villars, pour lui, pour sa ville d'Aubervilliers, pour tout ce qu'il représentait, bon, et qui est ensuite venu à Uzès à plusieurs reprises, je pense. Il appelait Bernard, je crois, ben, tu peux le dire, Bernard, pour savoir s'il y avait bien, si ça se passait bien à Uzès, quelles étaient les dates, etc. Bon, c'était Jacques Ralite. J'en parle, bon, parce qu'on a le droit de parler de nos morts à nous aussi, quand même. Hein, oh. Et donc, lui, tout à l'heure, Bernard parlait de la notion de souvenir, et Jacques Ralite, il répétait sans arrêt, je ne sais pas de qui il citait ça. Bon, vous le trouverez peut-être. Bon, il y a des vidéos formidables hein, sur l'hommage à Jacques Ralite de samedi, c'est sur le site de l'Humanité, l'humanité.fr, ou de Aubert TV, hein, ça s'appelle comme ça. Bon. Et vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Et de Ralite, il disait souvent, se souvenir de l'avenir. Se souvenir de l'avenir. Bon. Et je ne sais pas ce que Bernard en pense, mais là, c'était pas rien, ça, cette histoire. Et ça c'est l'histoire des poètes. Là. On parlait de Serge Peigne, bon. Et de Ralite, c'était un fou de poésie aussi, si je puis dire, pour s'instruire et pour pouvoir s'élargir. Ce que disait Bernard tout à l'heure, s'élargir un peu la tête, quoi. C'est-à-dire ce multidimensionnel. Et Ralite, qui est quelqu'un d'extraction relativement humble, c'est une histoire incroyable. Hein. Bon, c'était un enfant d'une famille très modeste, son père était chauffeur de taxi, je crois. Et donc après, il y a eu la guerre, et la guerre est arrivée, et qu'est-ce qu'il lui a pris la classe dans laquelle il était, au collège, je ne sais pas, quelque chose comme ça, s'est révolté parce qu'on avait arrêté l'instituteur, ou le professeur, je sais pas. Et ils avaient quelques cabanes, hein. Les mômes là, ils avaient 14-15 ans, on les a foutus en tôle. Bon. Et il y en a un qui est venu les défendre, à un moment donné, c'est le curé du coin où il était. Et le curé, il a été déporté. Bon. Et à l'arrivée, quand le curé est déporté et rentré, il y avait sur le quai, à l'arrivée de leur endroit, il y avait toute la classe des bombes là. Ralite, il n'a jamais oublié ça. Mais absolument jamais oublié ça. Parce qu'il y a appris une chose, un, résister, et deux, la valeur humaine d'un homme comme ce curé. Ça, il ne l'a jamais oublié, c'est pour ça que, oui, c'est vrai, Ralite était communiste, il l'a toujours dit, il l'a maintenu jusqu'au bout en même temps, mais il n'était pas que communiste. C'est ça l'histoire du curé. Bon, et ça a été formidable qu'il y ait en France un homme de ce côté-là, de ce bord-là, comme Ralite, qui a pu témoigner à Avignon, qui a pu témoigner à Uzès, et qui, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, à un moment donné, a tenu le fil de l'art, de la culture. Il n'était pas lui-même artiste, mais dans une certaine mesure, moi, quand j'écoutais Bernard tout à l'heure, est-ce que chacun ne peut pas être artiste? Ben, je pense que Ralite, il a été artiste. Il était artiste de celui qui venait se mêler aux gens de la culture. Bon, quand on dit Uzès, il y a des trucs de fou à Uzès. C'est vrai, moi j'adore ça. Alors, ils se perdent un peu dans des trucs qui ne ressemblent pas à ce qui se passe ailleurs. Mais Ralite, par exemple, je l'ai assez bien connu, Ralite, il lui arrivait d'aller voir 4 fois la même pièce de théâtre. Parce qu'il était baba devant ces gens jouant du théâtre sur une scène,
Et il était là, il y retournait, et il y retournait parce que sans arrêt, il y retrouvait son plaisir, il creusait son plaisir, il augmentait son plaisir, et en même temps, ça rentrait quand même. Ce qu'il y avait dans la pièce de théâtre, la façon dont c'était dit, ça rentrait. Donc j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point Jacques Ralit, qu'on croyait simplement un homme qui avait été maire d'Aubervilliers, député, puis sénateur, puis grâce à Villard, etc. Des choses qu'on croit un peu banalisées, quoi, qui ont été... Mais non, il y avait plus que ça. Quand vous écoutez les gens qui ont témoigné dans l'hommage à Jacques Ralit, c'est extraordinaire. Il y a un psychiatre, il y a un spécialiste du travail, mais il vous raconte des choses sur la société d'aujourd'hui absolument phénoménales. C'est-à-dire que Ralit, du coup, même mort, il produit quelque chose. Il produit quelque chose, et évidemment, il ne produit pas un culte. Il n'y aura pas de descente des Champs-Élysées pour Jacques Ralit. Mais il y a une autre descente qui est plus intéressante. Mais après tout, ils ont le droit de descendre les Champs-Élysées. Hein. Ça laisse Bernard Pantois. Vous avez des questions? Non, mais Jean Corbian. Tout à l'heure, on a parlé du CNR, du Festival d'Avignon, des CMA, bon, etc. Il y avait aussi, à cette période, le plan Langevin-Wallon, c'est-à-dire enseigner à l'homme, le travailleur, le citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de perte de cette unité entre ces différents aspects? Parce qu'on a abordé tout à l'heure la question du travail et la souffrance au travail. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut aussi reconstruire? Il faudrait d'abord pas confondre métier et emploi. Aujourd'hui, on parle d'emploi. Emploi à quoi? Métier, c'est un sens, quoi. Il y a une espèce de direction, d'engagement, quoi. Mais emploi, pour sauver sa peau, parce qu'on est dans le nombre de musiciens qui sont prolétarisés parce qu'ils ne peuvent pas, c'est même pas vivre de leur art, ils peuvent même pas, ils n'ont pas, parce qu'il faut s'explorer, ça prend du temps de s'explorer. C'est très difficile de faire le métier de vivre, comme disait je ne sais plus qui, le métier de vivre. Pavès, oui. Le métier de vivre. Il faut du temps, et quand on bosse dans des emplois pourris où on n'a pas de satisfaction, on est là simplement pour sauver sa peau, forcément on ne peut pas travailler. Et pour se travailler soi, il faut aller voir les autres. Et les autres, c'est au théâtre que ça se passe, c'est dans les concerts, c'est dans les livres, c'est dans ceux qui travaillent la question. Et quand on fait des boulots de merde, ben, on peut pas... Moi j'ai mes voisins à Uzès, je leur ai dit, mais vous pouvez venir, c'est gratuit, vous venez quand vous voulez, mais des fois ils viennent pas souvent parce qu'ils sont crevés, quoi. Et souvent on fait des matinées exprès pour eux, je vais faire le porte-à-porte, je dis t'es pas fatigué, t'es libre dimanche, on fait un truc, alors je fais la porte, ils disent ouais d'accord, voilà, il faut ça. Et c'est cette idée de l'œuvrier, être à l'œuvre de quoi? Parce que si c'était à l'œuvre pour faire un emploi qui vous construit pas, et même à la limite, et surtout qui vous humilie, que vous pouvez même pas nommer, quoi. Donc, c'est pour ça que professionnel et amateur, je réfléchissais sur ce truc, parce que professionnel, ça aboutit en musique, en tous les cas, des fabricants de produits. Il n'y a que dans le jazz, parce que comme ils n'y arrivent pas, alors ils sont quand même encore un peu amateurs. Mais je suis prêt à parier que si le métier se professionnalise, ça y est, c'est fini. Ça vous commandez, quoi. Donc il faut résister à ça. Moi, je n'ai pas fait exprès de résister à ça. J'ai été ouvrier spécialisé dans la variété pendant 10 ans ou 15 ans à Paris. Je faisais du studio toute la journée avec tous les pires chanteurs. Un chanteur. Et heureusement, la nuit, j'ai dépensé tout ça. Je me soignais dans les boîtes de jazz et autres produits illicites. Et j'en ai réchappé, quoi. Mais tous les copains que j'ai de cette époque, ils n'en ont pas réchappé. Alors, soit ils sont tous morts,
soit ils ont 4 appartements, 3 maîtresses. Enfin, bref. Ils sont pas revenus universels. Non, mais je sais pas, c'est dommage parce que justement, il y a des types qui avaient beaucoup de qualité là-dedans, d'expression, de capacité artistique, d'intuition, c'est incroyable, quoi. Dans ce métier de la variété, j'ai rencontré des musiciens formidables, quoi, mais qui n'ont pas pu se résoudre parce qu'ils ont été massacrés, un peu comme d'autres dans des travaux c'est ce que j'appelle prolétariser, ça, quand ça vous plafonne à un endroit où le système ou le patron ou le truc a besoin de vous, restez-en là, c'est comme ça qu'on a besoin de vous, signez là et ta gueule. C'est le poste, quoi. Oui, c'est le poste. L'emploi, comme on dit dans le théâtre, vous êtes quel emploi? Je joue le rôle du traître, l'autre de... etc. quoi. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice là-dessus et que le principe aussi d'éducation musicale n'est pas à la hauteur. Quoi. Voilà. Alors, les concerts, c'est pour ça qu'à Uzès, on a inventé le conversatoire. On fait des stages, des ateliers qu'on appelle conversatoire, voilà. Où on joue d'abord pour apprendre, et pas l'inverse. Ça s'exporte? Ah ben, je sais pas. Moi, je ne suis pas exportateur, j'ai déjà beaucoup de mal à le faire où je le fais. Et si ça se fait ailleurs, je ne sais pas. À tous les cas, les gens qui viennent, les stages qu'on fait, c'est toujours 50, 60, 70 personnes qui viennent à peu près de partout, ça fonctionne. Ça fonctionne sur la base de l'anamon de l'instrument. C'est-à-dire le sens du rythme et l'imaginaire. Alors l'instrument compte, mais en plus. Et c'est surtout ce qui compte, c'est l'individu en tant que non-instrument, en tant que personne, qui peut bouger, qui peut sauter, qui peut parler, qui peut danser, qui peut jouer du piano, tout ça, mais on essaye de désinstrumentaliser les instrumentaliser. Voilà. C'est pour ça que je disais que la musique, c'est pas que de la musique, quoi. On peut être un très bon pianiste et un piètre musicien. Voilà. Et nous, à notre petit niveau, mais c'est bien qu'on en reste là parce qu'on n'est pas la solution pour les autres. On n'est pas un exemple à suivre. Surtout pas à suivre. Suivre ou à copier. Non, non, puis il faut... Mais par contre, il y a pas mal de lieux et d'actions qui se sont inspirés du zeste, comme nous, on s'est inspiré de la fête de l'UMA, d'Avignon, et parce qu'on ne fait pas ça sans les autres, on n'invente pas, on a besoin de tout ce qui existe, quoi. Mais grâce à ça, grâce à imiter l'imite, quoi. Si on en reste là. On n'est pas le père, on n'est pas le fils de son père, on n'est pas le repère. On est un autre. Et en musique, l'histoire de l'art musical vous le montre, ça n'a pas arrêté de bouger depuis le Moyen-Âge, depuis Guillaume de Machaut jusqu'à la musique contemporaine et savante, ça a bougé, c'est incroyable. Vous écoutez ça, si on pouvait faire écouter ça en 1 heure, la transformation de l'esthétique musicale, c'est fantastique, c'est un mouvement permanent, c'est un torrent même. C'est une transformation incroyable. Et ça, c'est pas fini. Par contre, tout ce qu'on nous transmet, avec lequel on nous bombarde, c'est la congélation de l'identique. La variété, c'est de la copie classique, c'est une mauvaise copie de la musique classique. C'est-à-dire la gamme tempérée, ça ne s'arrête pas, c'est pour faire pleurer Margot, puis surtout pour vendre plein de disques pour faire pleurer Margot. C'est comme des médicaments. C'est-à-dire, grâce à ce médicament, vous restez malade toute votre vie. Et Uzès, c'est beau. Ouais, c'est pas toujours d'ailleurs. Des fois, c'est pas beau. Donc, quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que l'art, c'est le commencement du terrible. Et j'ai rajouté, et le joli, c'est pas terrible. Parce que quand les gens improvisent, ben c'est pas terrible ce qu'on fait, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas si terrible qu'on croit. Et se mettre devant sa glace, devant son miroir pour s'improviser son inconnu de soi, ben c'est dur à encaisser.
Vous savez, nous on fait souvent des concerts, même des gens comme Michel Portal qui a 2000 ans, et encore plus vieux que moi. Et souvent, il y a des gens qui, pour nous faire, on est invité chez les gens pour nous faire plaisir, ils veulent nous faire écouter l'enregistrement du concert qu'on a fait. On dit non, je ne veux pas. Foutez-le à la poubelle. Mais non, non, on ne veut pas, toi. Parce que c'est pas possible. On écoute ça, c'est une horreur. Et par contre, paradoxalement, on revient chez la même personne 2 ans après, et tiens, je vais vous faire écouter le concert que vous avez fait il y a 2 ans. Ou non, plutôt même, il nous passe une musique, il nous passe un truc, et j'ai dit, mais qui c'est ça? Peut-être c'est vachement bien. Ben c'est vous il y a 2 ans. Donc le temps long, le temps qui passe, outrepasse à faire. Donc c'est pour ce qui peut expliquer que John Coltrane, quand il a fait un de ses premiers concerts en France en 1975, au Festival de Joie les Pins, il est arrivé avec son quartet, il a vidé la salle, enfin la scène, la Pinède s'est vidée, et les critiques ont gueulé. Il dit c'est pas du jazz, c'est épouvantable. Il est allé à Paris 15 jours après, rebelote. Les gens nous l'aiment bien, dehors, c'est pas dire les critiques, bah regarde. Puis bon, il aura fallu du temps pour comprendre que c'était un des génies, c'est-à-dire que c'est un mec, c'est un musicien qui a fait exploser quelque chose, quoi. Avant lui, c'était comme ça, c'était linéaire. D'un seul coup, il arrive ce mec qui a tout appris. Il a appris la gamme tempérée, il a écouté. Et là, d'un seul coup, il se met une bombe, il devient une bombe lui-même. Et d'un seul coup, paf, il faut changer le logiciel. Voilà. Parce que d'un seul coup, et là, maintenant qu'on écoute, on se dit, ben ouais, il a fait. Tout a bifurqué à partir de lui, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, il faut jouer comme ça, vous jouerez comme ça, hein, conservateur. Et puis d'un seul coup, le mec, il fait exploser tout, alors bim, 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 ça part dans tous les sens. Voilà. Donc on est à une affaire au divers. D'un seul coup arrive le divers au lieu du linéaire. Et ça, c'est l'histoire de la musique tout le temps. L'histoire de l'art. Et de l'art, de la peinture, et tout. Quand arrive la photo, les peintres, il faut qu'ils se démerdent à trouver quelque chose pour exprimer. Du coup, ils cherchent, ils trouvent autre chose. Ils expriment autrement, ils expriment pas forcément des formes, mais des concepts, des sentiments, je ne sais quoi. Picasso. Il ne faut pas confondre Picasso et Picassiette. Moi aussi. Voilà, si vous n'avez pas de questions à poser... Allez, joue un petit peu. Allez. Oui, non, plutôt que je joue ça, Oui, encore un petit peu. Allez, encore un petit peu. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Je vais vous chanter un petit truc comme ça, regardez. Jazz panic swing wine avec sa main petit c'est ça dans ma product si d'animal pas d'acte perd sous les pas si haut silencieux je peux le capi qui des masses exil suite de Paris misère et Charlie Parker alors ça dure 2 heures je ne vais pas pour le faire. Bon, on peut... Merci. Là maintenant, si vous voulez acheter le livre, c'est tout ça. C'est pas cher. Tu m'en pas les CD, là. On peut remercier donc les intervenants qui ont fait les kilomètres pour venir, hein, et qui vont donc dédicacer leur livre en fond de salle. Et comme nous sommes tous des œuvriers, je lance un appel pour que chacune et chacun de nous rejoigne l'atelier. L'adhésion est d'une somme très modique, très minime même. Voilà. Alors la prochaine rencontre de l'atelier, ce sera sur Montluçon le 25, c'est un mardi, le mardi 25 janvier. Voilà. Et je lance un appel à votre générosité pour une aide financière, car notre association ne perçoit pas de subvention de personne et on ne connaît pas de milliardaires non plus. Alors, et puis bon, on arrangera un peu la salle avant de s'en aller, mais ça sera vite. Et à l'image de Jacques Ralit qui a regardé 4 fois certaines pièces, tout a été filmé et je crois que vous pouvez regarder 4 fois ce qui a été dit ici parce qu'il y a plein de choses à... Il y a surtout l'artiste. Oui. Non, puis la profondeur et le...